Alors, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, chers audacieux. Et je vais vous donner le petit programme rapide de notre conférence. Donc, vous savez tous que Serge Lacaze et Louis Dautefeuille ont durement travaillé pour établir un benchmark sur l'hébergement dans nos monuments. Ce soir, ils vont vous présenter en première partie de conférence les enseignements qu'ils ont tirés sur la thématique des chambres d'hôtes. Ils nous présenteront la thématique gîte à une autre conférence. Donc voilà, ils vont nous faire une petite présentation qui sera suivie d'un question-réponse où vous pourrez leur poser toutes vos questions. Et on continuera ensuite avec un petit atelier tourné vers un cas concret avec une ouverture évidemment sur vos problématiques autour d'Emilia de Farcy qui nous présentera son cas concret et les questions qu'elle se pose et qu'elle voudrait vous poser aussi, avec peut-être aussi Yann de Roquefeuille qui interviendra sur ce sujet. Et je vais passer la parole à Serge pour qu'il démarre sa conférence. Merci Serge. Merci Marguerite. Donc, ce sera une présentation à deux voix avec Louis Dautefeuille, puisqu'on a travaillé la main dans la main là pour vous faire à la fois l'enquête et la synthèse. Donc, on limite à la chambre d'hôte, comme l'a dit Marguerite. Alors, quatre temps dans cette présentation. Quelques éléments de contexte sur l'étude pour vous donner les éléments de cadrage. Et puis, ensuite, on passera sur un volet quantitatif avec les indicateurs de performance, puis un volet qualitatif sur les bonnes pratiques que vous pourrez observer chez les uns et les autres. Ensuite, on partagera les opinions et les conseils que chacun donne, notamment aux nouveaux pratiquants dans le domaine de l'hébergement. Alors, démarrons par le cadrage. Les objectifs donc, de l'enquête étaient vraiment de fournir donc, des données, des chiffres qui permettent à chacun de se positionner, de s'auto-évaluer et finalement de se poser les bonnes questions, puisque on ne prétend pas apporter des réponses aujourd'hui, on prétend au contraire vous alimenter en questions à partir de votre propre cas et justement du cas de l'ensemble des audacieux qui ont répondu. On considère que ce document pourra servir également un petit peu de kit du débutant pour l'audacieux qui souhaiterait se lancer dans l'activité d'hébergement avec au moins une checklist des points et des questions qui devraient se poser. Alors, comment a-t-on fait pour préparer ce document? On a sollicité les audacieux qui étaient identifiés comme ayant une activité d'hébergement. On a eu plus de 45 réponses sur 60 personnes enquêtées, donc on considère que c'est un bon nombre, même s'il a fallu quand même faire quelques relances, je ne vous le cacherai pas. Et puis, on a ensuite tout de même nettoyé un peu les données et il a fallu exclure un certain nombre de réponses qui étaient données parce qu'on a considéré qu'elles n'étaient pas représentatives ou qu'il y avait eu une incompréhension après rebouclage avec les intéressés dans le questionnaire. Voilà. Donc, restitution, on a fait un premier teasing, si vous vous rappelez, lors d'un webinaire qui était ouvert au-delà des audacieux le 15 avril pour justement montrer le type d'activité qu'on peut avoir au sein des audacieux. Et puis aujourd'hui, donc pour effectivement faire la restitution complète du volet chambre d'hôte, document qui sera bien sûr partagé avec tous les audacieux qui le souhaitent. Un petit mot sur la représentation géographique. On n'a pas vérifié si c'est statistiquement représentatif, on va dire, de la répartition des chambres d'hôtes au sein des audacieux, mais on considère qu'on a une bonne couverture géographique. Voilà, une bonne diversité de couverture géographique. De même, on a finalement une bonne couverture également d'ancienneté dans l'activité. Ça, c'était un point qu'on considérait comme important, puisqu'il y a des gens qui ont à la fois plus de 25-30 ans d'activité, donc de recul sur cette activité chambre d'hôte, et puis quelques-uns qui ont juste démarré il y a 2 ou 3 ans. Donc, on a vraiment tous les profils, on va dire, de recul dans le métier, et également une grande diversité de l'importance
que représentent les chambres d'hôtes pour le chiffre d'affaires global du monument. Vous voyez à droite, dans le diagramme de droite, que finalement, quand on fait des tranches de 20% du chiffre d'affaires total du monument, on a un certain équilibre de répartition, avec aussi bien des gens qui ont moins de 20% que des gens qui ont plus de 80%, et toutes les catégories intermédiaires qui sont représentées. Il y a également, alors en nombre de couchages, on a dû exclure justement un certain nombre de personnes qui avaient déclaré plus de couchages que 15. Il y en a quelques-uns qui ont été gardés, un qui était à 16, et puis quelques autres. Néanmoins, on a exclu ceux qui effectivement étaient bien identifiés comme étant des hôtels. On a considéré que ce n'était pas une activité de chambre d'hôte. Certains qui avaient répondu finalement pour des couchages de gîtes, alors qu'ils avaient coché effectivement chambre d'hôte. Et puis, on a exclu également ceux qui finalement ne sont ouverts que pour les activités de mariage, donc qui ont beaucoup de couchages, mais qui n'ouvrent que pour héberger lors de mariage. Et on a considéré que c'était une activité trop différente de l'activité, je dirais, bien cadrée, qui est celle de chambre d'hôte. Voilà, donc il a fallu faire beaucoup de nettoyage, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a pris beaucoup plus de temps que prévu pour vous présenter les résultats de l'enquête. Passons maintenant aux indicateurs de performance, donc le volet quantitatif. Premier élément, c'est le chiffre d'affaires. Vous voyez que la plupart donc, des audacieux ont un chiffre d'affaires lié à cette activité de chambre d'hôte inférieur à 100 000 euros, avec une valeur moyenne de 80 000 euros. Ce qui veut dire qu'il est possible de faire vivre éventuellement 2 personnes de l'activité de chambre d'hôte. Alors, sûrement pas de payer l'ensemble des frais du château, mais au moins de vivre de cette activité. Et il y a finalement une certaine répartition entre ceux qui ont vraiment une activité marginale en dessous de 20 000 euros, ceux qui ont eu une activité plus moyenne, et on a un certain nombre qui ont une activité qui est très importante, notamment parce qu'il peut y avoir des chiffres d'affaires, effectivement, des prix, des tarifs de chambre élevés, et on voit un certain nombre d'acteurs qui ont plus de 150 000 euros de chiffre d'affaires liés uniquement à l'activité chambre d'hôte. Louis a eu la bonne idée là, de calculer les chiffres d'affaires par couchage, en fonction du nombre de couchages déclarés et de votre chiffre d'affaires de l'activité chambre d'hôte. Alors, on voit qu'en moyenne, ça reste finalement relativement faible. Là, on a une moyenne de 7 000 euros de chiffre d'affaires par couchage. Je rappelle, ce qu'on appelle un couchage, c'est pour une personne. C'est-à-dire qu'un lit double, c'est 2 couchages. Et finalement, la plupart sont à des niveaux assez faibles, entre 1 000 et 7 000 euros par couchage. Donc, plutôt l'idée qu'il y a un potentiel quand même assez important, encore un réservoir, on va dire, de croissance. Pourquoi une telle disparité de ces chiffres de chiffre d'affaires par couchage? Alors, d'une part, il y a un facteur de 1 à 5 sur le prix des chambres, le tarif client des chambres, mais il y a également un facteur de 1 à 3 sur le taux d'occupation des chambres. Donc, quand on prend le cumul de ces 2 facteurs, on arrive à une disparité qui est effectivement très importante, même si globalement, le barycentre du chiffre d'affaires par couchage reste relativement faible, puisqu'on est en dessous de 7 000 euros. On a regardé s'il y avait un lien entre l'expérience et le chiffre d'affaires de l'activité. Et finalement, nous, on n'a pas trouvé de corrélation très, très franche entre le chiffre d'affaires et l'ancienneté. On voit des activités démarrées relativement récemment et qui ont pu croître rapidement en termes de chiffre d'affaires.
La taille de la bulle, c'est le nombre de couchages. Alors évidemment, le nombre de couchages est un facteur du premier ordre, évidemment, sur le chiffre d'affaires. On a ensuite, on vous avait questionné sur le nombre de nuitées par an. Et là, on a vraiment un certain équilibre et une moyenne qui est à 650 donc nuitées par an. Alors, je vous rappelle, une nuitée, lorsque un couple séjourne 3 nuits, c'est 6 nuitées. Donc, c'est bien comme ça qu'il faut compter. Donc, on a effectivement une moyenne de 650 nuitées par an. Alors, pour une moyenne d'une dizaine de couchages, ça veut dire que vous avez, comme il y a en moyenne 2,5 personnes par réservation, ça veut dire que vous avez globalement en moyenne une trentaine de réservations par chambre. Voilà. Donc c'est cet ordre de grandeur qu'il est intéressant d'avoir, mais avec finalement une variabilité assez importante. Ensuite, le taux d'occupation. Donc le taux d'occupation, là aussi, montre finalement un gros potentiel de développement, puisque la moyenne est de 33%, avec finalement beaucoup d'audacieux qui sont en dessous de ce chiffre. Donc le taux d'occupation, on a bien, dans le questionnaire, on a essayé d'être clair, c'est-à-dire que c'est bien le nombre de nuits vendues sur le nombre de nuits disponibles, c'est-à-dire que quand vous êtes fermé, ça ne compte pas. On ne compte que par rapport à vos jours d'ouverture. Il a pu y avoir là-dessus peut-être quelques incompréhensions, mais globalement, c'est bien comme ça qu'il fallait le comprendre. Donc là aussi, une moyenne de 33%, donc je dirais encore beaucoup de potentiel de croissance. Quel est le taux d'occupation justement des chambres par rapport à l'ancienneté? Et donc là, on voit quand même un certain lien entre le taux d'occupation et l'ancienneté. Ce qui signifie bien que finalement, il y a bien une courbe, je dirais, de montée en puissance. Je vais prendre mon expérience. Je vois bien, j'ai que 3-4 ans là d'ancienneté, mais je vois de plus en plus de clients qui reviennent. Ils ont été contents de l'expérience et en fait, ils s'abonnent quasiment tous les ans, je dirais, à ma chambre d'hôte. Donc, il y a un effet, effectivement, clairement de capitalisation d'une clientèle, tout simplement, de fidélisation, je devrais plutôt dire, d'une clientèle qui peut permettre d'augmenter le taux d'occupation après un certain nombre d'années. Côté origine de la clientèle, on voit que 50% sont de la clientèle nationale, française, mais non locale. 40% internationale, d'où l'importance d'être présent sur les plateformes internationales. Et puis 10% de clientèle locale, c'est bien sûr faible. C'est typiquement des anniversaires. C'est-à-dire que pour un anniversaire de mariage, etc., on s'offre en local une chambre au château du coin, où les enfants offrent aux parents, voilà, pour leur anniversaire, une chambre au château du coin. C'est vraiment ces 10% qui représentent typiquement la clientèle locale. La durée du séjour moyen reste faible. Alors ça, c'est évidemment dommageable en termes d'efficacité économique, puisque plus un séjour est long, en règle générale, plus il est profitable pour nous-mêmes. On a une moyenne qui est à 1,62. Alors certains ont une moyenne supérieure à 2, puisque certains ont comme règle qu'il faut réserver au moins 2 nuits pour pouvoir effectivement accéder à leur domaine. Ça, je dirais que c'est généralement une pratique qui se fait lorsqu'on est un peu en situation de force, c'est-à-dire lorsqu'on a déjà une clientèle installée où on peut imposer ce type de conditions. C'est assez difficile d'imposer ça, je dirais, quand on se lance dans l'activité. Et puis, donc ce slide intéressant que j'avais l'occasion de présenter là, le 15 avril, c'est donc la répartition du prix des chambres parmi toutes les offres des audacieux.
Et en fait, quand on regarde ce Pareto là qu'on a essayé de faire de façon régulière, on voit qu'il y a 3 segments de marché un petit peu qui apparaissent spontanément. C'est-à-dire, on voit qu'il y a un centrage vers 110 €, qui sont un peu les chambres d'entrée de gamme. Il y a le cœur de gamme qui est à 150 € la chambre, autour de 150 €. Et puis, les chambres vraiment, je dirais, de niveau haut de gamme, qui sont autour de 200, enfin entre 250 et 300 €. Donc, vraiment une segmentation en trois segments clés qui apparaissent, ce qui, je pense, est intéressant pour que chacun se questionne justement sur son positionnement et se compare. Beaucoup de châteaux ont des offres dans plusieurs segments, bien évidemment. Donc c'est très intéressant, je pense, de creuser un petit peu votre positionnement prix par rapport à votre concurrence dans le domaine des châteaux. Donc voilà pour la première partie de la présentation quantitative. Je vais passer la parole à Louis, qui va reprendre la main pour la suite de la présentation. Merci beaucoup, Serge. Est-ce que tout le monde m'entend bien? J'espère que c'est bon. Et merci beaucoup à tous de vous connecter aujourd'hui et à tous les répondants qui sont là aujourd'hui aussi pour leur aide et leur information précieuse. Donc, en effet, en continuant, on a aussi regardé un peu d'autres choses telles que sur les coûts un peu plus opérationnels d'un hébergement typique, notamment le coût de remise en état d'une chambre. Donc, le ménage, la blanchisserie, peut-être les stocks, etc. En essayant de voir un peu pour les répondants qui étaient déjà conscients, qui calculaient et suivaient ces coûts. Et ce qu'on voit, c'est que même si un peu plus d'une majorité le fait, une grosse partie, 40%, ne connaît pas son coût varié par lui, c'est-à-dire ne sait pas exactement par nuitée combien ça coûte de remettre une chambre en état pour les visiteurs suivants. Ce qui peut fournir plein d'informations, notamment si on va au slide suivant avec Serge. En fait, ce qu'on voit, c'est que on a aussi demandé pour ceux qui le savaient à combien ils estimaient ces coûts. Et on voit que ça va à peu près de 20 à 30 € à 60, 70 €. On n'a pas vu plus, même si je suis sûr que c'est possible. Mais déjà, ça, sur les gammes de prix que mentionnait Serge, on peut imaginer que déjà, ça impacte fortement la marge. Et donc, sur une chambre, disons par exemple 200 €, que le prix de remise en état soit à 20 ou à 70 €, ça va quand même avoir un impact non négligeable. Même si aussi, en effet, et c'est ça qu'on regarde, la gamme de prix ou un peu le niveau de service attendu peut justifier ces coûts, ainsi que d'autres choses qu'on verra ensuite. Mais ce qu'on a regardé, c'est en se demandant est-ce que les monuments avec les gammes de prix les plus hautes avaient du coup nécessairement aussi le prix de remise en état le plus haut, et on voit rien de clair là-dessus. Bien sûr, on pourrait creuser, mais ce qu'on voit, c'est qu'en fait, même si c'est légèrement plus haut quand on monte de prix, il y a quand même une grosse diversité. Et donc, ça pourrait être intéressant de mieux comprendre pourquoi. Est-ce que c'est peut-être une différence de calcul, mais est-ce que c'est surtout une différence de gestion, de gestion des services? Est-ce que c'est une différence de temps passé, une différence d'organisation interne, etc. Ce serait très intéressant de mieux comprendre ça et de calculer. Par rapport aux réservations, donc déjà, on a regardé sur cette slide 2 choses. La partie qui vient en fait du site internet propre, donc les réservations qui sont faites en direct, et la partie des réservations aussi qui sont faites sur différentes plateformes. Et donc, ce qu'on voit à gauche, en fait, c'est que le site internet représente, pour beaucoup, c'est rarement plus de 40%, ou entre 20 et 40%, ou 40-60% pour une autre bonne partie, mais on voit quand même une grosse tendance à 20-40%, donc pas la majorité, c'est pas négligeable quand même, mais on voit que les plateformes sont très importantes pour le chiffre d'affaires. Et dans ces plateformes, Booking qui vient comme quand même un peu le leader, suivi par Airbnb. Mais on voit qu'une grosse partie des réservations passe par cette plateforme. Si on passe à la slide suivante, on finit avec tout ce qui est un peu quantitatif et indicateur de performance pour aller plus dans maintenant comprendre derrière les chiffres ce qui peut se cacher. Donc, par exemple, derrière le coût variable, qu'est-ce qui peut expliquer ces différences? Donc, si on regarde
On voit déjà l'assurance. Donc, même si une majorité le fait, il y en a quand même 16% qui n'ont pas une assurance spéciale multirisque habitation. Voilà, ce qui est une façon d'approcher le risque qui se défend et dont on peut discuter. Par rapport aux ouvertures, on voit bien sûr, août-septembre, enfin toute la période printemps-été qui est bien sûr ouverte pour la quasi-totalité. Mais en tout cas, voilà, un nombre surprenant qui ouvre dès mars, avril, qui sont encore ouverts en décembre, et plus ou moins et puis même en janvier-février. Et on voit bien que janvier-février est quand même la période la plus calme, on va dire, en termes d'ouverture. Par rapport à la saisonnalité, donc ça en fait on essayait de regarder, on nous avait posé la question un peu, est-ce que certains font des modifications dans leurs tarifs en fonction, typiquement juste l'été, en disant c'est la haute saison, donc voilà, il y a plus de gens qui cherchent, donc on peut peut-être se permettre d'augmenter un peu les tarifs, au contraire pour remplir plus en hiver ou d'autres périodes un peu plus calmes, on essaye de baisser les tarifs pour attirer des gens. Et donc, on essayait de comprendre cette saisonnalité. Et on voit que 60% n'en appliquent pas. Donc, c'est-à-dire gardent un prix plus ou moins constant toute l'année. Mais ce qui est très intéressant, c'est que dans le cadre de ceux qui le font, on voit que, bien sûr, l'été, la haute saison est privilégiée, mais que certains appliquent une saisonnalité, on va dire, encore plus fine en regardant les vacances, les jours fériés, les week-ends, les années spéciales, etc., en regardant même la concurrence, pour garantir un prix optimal à chaque réservation et vraiment faire en sorte que voilà, le taux de remplissage soit toujours le plus haut possible, mais aussi le prix par nuitée. Donc ça, la raison pour laquelle c'est très important aussi, c'est parce que ça permet de comprendre en fait est-ce qu'il y a potentiellement une partie de chiffre d'affaires qui pourrait ou d'occupation qui pourrait être augmentée via ça. Et ensuite, en regardant un peu la sévérité ou plutôt l'importance de cette modification, on voit que certains augmentent plus de 50%, leur prix par plus de 50%, ou alors 10-20 pour d'autres. Certains ne nous ont pas donné le détail, mais quand même, ça donne une idée de ce qui peut passer. Et ensuite, par rapport juste pour revenir au slide d'avant, excuse-moi Serge, mais bien sûr, tout ça, ça implique du travail en plus. Enfin, ce qu'on a vu aussi dans les réponses, mais c'est que le désavantage, si je peux dire, de cette modification saisonnale, et bien sûr la complexité, où il faut se comparer avec les concurrents dans le secteur, il faut suivre, il faut mettre à jour, etc. Et donc, ça fait bien sûr une charge mentale additionnelle. Pour passer au slide suivant, on a aussi regardé les labels. Donc à la fois si les gens étaient intéressés, parce que certains n'ont peut-être pas encore candidaté, mais aussi qu'il y en avait un actuellement. Donc on voit que même si plus de 40% trouvent ça intéressant d'avoir un label, une bonne partie, un quart, y pense mais n'a juste pas franchi le pas. 20% n'est juste pas, en tout cas, n'est pas intéressé, et encore plus intéressant, 12% en sont sortis en disant ce n'est pas quelque chose qui nous paraît rentable. On ira plus en détail sur les raisons, les motivations de choix dans d'autres slides. Mais ce qui donne dans notre liste de répondants à peu près une majorité de gens qui n'utilisent pas actuellement de label, et d'autres qui y réfléchissent mais qui n'ont pas encore. Par rapport aux modifications récentes de prix, donc ça c'était de regarder aussi est-ce que par rapport aux différents facteurs un peu récents, il y a eu des modifications. On voit que globalement très peu, 18% ont baissé leur prix, ce qui n'est pas négligeable, mais qu'il y a eu quand même plus de hausse de prix que l'inverse, et 35% à peu près qui ont gardé leur prix stable. Là, on parle hors saisonnalité. Par rapport encore en continuant donc les pratiques, on a regardé les délais de réservation, d'annulation, etc. Et on voit que il y a quand même une proportion vraiment assez importante qui n'applique pas de délai minimum de réservation. Donc tout simplement en disant si quelqu'un arrive dans la journée, c'est très bien, on se débrouillera, etc. Et même en regardant ceux qui demandent 24 heures ou moins, on est quand même à presque une majorité de répondants. Par contre, en regardant les annulations sans frais, donc en fait c'est à partir de jusqu'à quand est-ce que les visiteurs peuvent
peuvent annuler sans payer, tout en récupérant leur dépôt ou quoi que ce soit. On voit qu'il y en a quand même une bonne partie, alors dans les pourcentages qu'on en est dans l'étude finale, mais qui ne proposent pas d'annulation sans frais possible. Donc en fait, qui juste disent quoi qu'il arrive, à partir du moment où il y a une réservation, un certain montant est prélevé, voire la totalité, et ensuite voilà, plus d'annulation possible. Et on voit aussi qu'il y a une énorme hétérogénéité dans les options, c'est-à-dire que ça passe de moins de 24 heures ou aucun délai réservation remboursable jusqu'à quelques heures avant, à un mois ou plus pour certains. Donc là, on voit quand même une belle diversité. Et en passant au slide suivant, de la même façon, la façon de gérer les commissions plateformes, donc les plateformes, vous le saurez tous mieux que moi, imposent des commissions sur les volumes qui passent par leur site. Mais bien sûr, quand on a une chambre à 100 €, on peut se demander, est-ce que du coup je mets le prix sur la plateforme, est-ce que je mets le prix avec ou sans la commission? Donc, est-ce que en fait, au final, c'est moi ou le client qui vais payer cette commission? C'est-à-dire que si je mets le prix qui est en fait le même que sur mon site, ça veut dire que les clients qui passent par la plateforme vont du coup en fait me rapporter moins que ceux qui passent par mon site directement. Et donc là aussi, on voit qu'il y a 3 options. Tout simplement, donc soit en effet on augmente, on laisse le même prix et donc on absorbe totalement cette commission, soit on la répercute au client du coup en augmentant le prix sur la plateforme comparé à d'autres, soit on la partage en disant voilà, je vais du coup augmenter un petit peu, mais pas totalement. Et on voit quand même qu'une grosse partie répercute tout simplement le prix au client en se disant que voilà, c'est la pratique et aussi pour peut-être inciter à passer par leur propre site. En continuant, donc sur la gestion, donc comme on disait en fait toutes les choses qui peuvent être soit déléguées en équipe interne, soit déléguées à des équipes externes, donc à des prestataires. Équipe interne qui peut être voilà, plus ou moins bien sûr CDIsée, mais quand même on va dire à relation professionnelle plus ou moins stable. Et donc là, on voit que par exemple la réservation, c'est majoritairement géré directement par le propriétaire, parfois par une équipe interne, mais rarement sous-traité totalement par l'externe. Pour regarder ensuite tout ce qui est chain manager, on voit pareil qu'il y en a beaucoup qui en utilisent, plus de 80% des répondants, et que dans ceux-ci, Amenities et Loa ressortent comme les principaux. Et donc, voilà. Ça, c'est par rapport à tout ce qui est chain manager. Pour passer à la slide suivante, Serge, voilà, donc ça, c'est par rapport à tout ce qui était coût variable, donc je parlais tout à l'heure. Ces deux facteurs qui peuvent impacter le coût du coup de remise en état d'une chambre et donc la marge nette sur une nuit sont le ménage et la blanchisserie. Et donc sur le ménage, on voit que c'est plutôt par une équipe interne, donc c'est un homme ou une femme de ménage, par le propriétaire, donc 15% des cas, mais ce qui reste quand même assez rare, et par un prestataire externe, ce qui reste aussi assez rare. Mais la blanchisserie, là, on voit quelque chose de beaucoup plus marqué, où 80% sous-traités en externe, donc voilà, parce que c'est très compliqué, et ça requiert souvent du matériel un peu spécifique. Et donc là, on voit quelque chose de très clair. Par rapport au tableau d'hôtes, donc bien sûr, tous les répondants n'ont pas de tableau d'hôtes, donc là, on a regardé seulement ceux qui en avaient une, mais on voit que dans plus de 60% n'en ont pas déjà, mais que dans ceux qui en ont une, c'est très souvent fait par le propriétaire. Et donc, qui va directement cuisiner, préparer, organiser tous les repas, et parfois par une équipe interne, mais on n'a pas vu d'externe, en tout cas, dans ce questionnaire. Et sur le site internet, donc la mise à jour, donc la création peut entrer dans un autre débat, mais en tout cas, on voit que beaucoup de propriétaires mettent à jour directement leur site internet, et le reste, quand même une partie non négligeable le fait en interne ou en externe. Donc, je reprends la main. Et donc, on voit qu'effectivement, la plupart des audacieux là ont évidemment à la fois leur site internet et une plateforme extérieure. Hein. Donc ça, c'est la très grande majorité. Et sur ceux qui ont effectivement leur site internet, 50%
ont intégré dans leur propre site internet leur propre module de réservation, et l'autre moitié a fait appel en fait à un module de réservation extérieure procuré généralement par un channel manager. Donc c'est généralement comme ça. Donc là on est répartis 50-50 pour ceux qui ont leur propre site internet sur les modules de réservation. Alors on en vient ensuite aux opinions et aux conseils, alors qui peuvent être contradictoires. Hein. On n'a pas filtré ou censuré donc les avis de chacun. Donc d'abord, les axes de différenciation qui ont été mis en avant donc, par les répondants. On les a regroupés en trois familles. Globalement, il y a ceux qui considèrent que leur différenciant principal, c'est le cadre. Alors le cadre, bien sûr, essentiellement patrimonial, historique, hein, avec des chambres historiques, des décors classés, du mobilier authentique, un château familial, etc., toute une lignée en fait de propriétaires dans le château, et puis également des chambres qui sont vraiment affectées, enfin identifiées comme ayant un lien particulier avec une personnalité importante, soit parce qu'elle a couché dans la chambre, soit parce qu'elle était globalement, elle a eu un lien avec l'histoire du château. Hein, donc c'est deux éléments. Et puis ensuite, proposition également d'hébergements un peu atypiques. Alors il y a bien sûr les cabanes dans les arbres, etc., en lien dans le parc du château, mais on voit aussi la valorisation d'hébergements dans les tours, ce qui donne un petit côté, je dirais, médiéval, ou un petit côté, je dirais, une touche particulière de caractère à l'expérience client. Deuxième type de différenciation, deuxième famille, c'est vraiment les services. Ça peut être sur le niveau haut de gamme, on va dire, du service, donc qualité de la literie, la taille des chambres, hein, entre 25 et 50 mètres carrés, les salons mis à disposition des hôtes, les feux de cheminée, les tables d'hôtes, les dîners aux chandelles, etc., l'accueil par le propriétaire, donc un positionnement haut de gamme, et puis des offres qu'on a regroupées sous le label bien-être, loisirs, c'est-à-dire piscine, parc arboré, biodiversité, refuge d'animaux, possibilité de les observer, et puis également des séjours thématiques, donc sur le patrimoine ou sur les langues. Dernier axe de différenciation, c'est la localisation. Alors, ça peut être par deux familles en fait de différenciation, on va dire. C'est évidemment, la première, c'est la proximité avec un site touristique majeur. Être à proximité du Mont-Saint-Michel, il y a forcément une demande d'hébergement autour du Mont-Saint-Michel, donc c'est forcément une opportunité assez remarquable pour loger un certain nombre de touristes. Et puis, ça peut être aussi une localisation qui est favorable par absence d'offres, je dirais, de qualité autour de soi. Donc voilà un peu les trois familles autour desquelles on a regroupé vos réponses comme étant un peu les points forts en fait de votre offre. On a ensuite interrogé sur les freins à la croissance. Qu'est-ce qui vous empêche de faire davantage de chiffre d'affaires? Alors, sur le plan des freins externes, il y a souvent, je suis bien placé pour en parler, que certaines régions ne sont pas reconnues comme des destinations touristiques. Donc, c'est généralement plutôt des lieux d'étape. Voilà. C'est le cas du Limousin où je suis. Il peut y avoir donc également le frein de la saisonnalité, c'est-à-dire des endroits où finalement, hors saison touristique, je dirais printemps, été, automne, voire même en dehors de l'été, finalement, il y a peu de passages et une très faible attractivité, et éventuellement également une faiblesse de flux en période hors week-end. Et
évidemment, un des freins à la croissance externe, c'est la réglementation qui, effectivement, limite le nombre de chambres à 15, enfin, le nombre de couchages, pardon, à 15 et le nombre de chambres à 5, et qui empêche finalement de croître davantage pour ne pas concurrencer les hôtels. Sur le plan interne, et c'est finalement plutôt en interne qu'on trouve le plus de freins, c'est déjà la charge de travail, c'est-à-dire une difficulté soit à trouver le personnel et être capable de le contracter dans de bonnes conditions pour faire une partie du travail et pour gérer en fait son propre manque de temps et de disponibilité, soit pour faire l'activité, soit simplement pour marketer et pour promouvoir suffisamment les chambres d'hôtes qui sont proposées donc au château. Ensuite, ça peut être aussi un problème financier, c'est-à-dire une difficulté à investir l'argent qui doit être fait pour mettre des chambres à niveau. Donc ça conduit souvent un certain nombre d'entre nous à limiter le nombre de chambres qui sont offertes. Parce que pour rendre d'autres chambres au niveau souhaité par un label château, il faudrait investir, il faudrait peut-être mettre une salle de bain, ou il faudrait avoir des services plus importants en termes d'équipage, d'équipement, de type piscine, spa, etc. Il peut y avoir le problème de chauffage des chambres, alors qui est plutôt sur le coût variable, mais qui peut conduire notamment à fermer en hiver. C'est mon cas. Difficulté à se différencier. Donc, un certain nombre d'entre vous, là, on fait part de cette difficulté, soit de se positionner par rapport aux hôtels de luxe. Ils envoient de château, l'offre généralement en château n'est pas une offre d'hôtel de luxe, c'est clair, soit par rapport à d'autres gîtes de charme ou des locations classiques, voire même par rapport à une concurrence bas de gamme qui tire vraiment par les prix. Et puis des fois un manque de visibilité. Donc voilà les freins qui ont été cités. Je te repasse la main, Louis, pour les avantages et les inconvénients des plateformes. Oui, merci Serge. Oui, donc en effet, on a demandé pour chaque plateforme un peu ce qui ressortait comme les points positifs et améliorables ou moins positifs pour chaque plateforme. Donc Booking, bien sûr, une énorme, comme disait Serge, une énorme visibilité internationale, donc du coup avec une clientèle étrangère et très rassurante, tout le monde connaît, tout le monde sait comment ça marche, c'est simple et donc voilà, on en a même beaucoup qui utilisent ça pour des réservations de dernière minute, un peu comme un réflexe. Par contre, du coup, le pendant de ça, c'est que les commissions sont plus élevées et que les clients, comme il y a quand même parfois souvent l'habitude même d'utiliser Booking pour des hôtels, ils ne comprennent pas forcément la nuance avec une chambre d'hôte et donc ont des attentes ou des demandes un peu déplacées. Et de plus, la politique d'annulation, etc., fait qu'il y en a potentiellement davantage avec une tarification qui n'est pas toujours claire et qui peut être un frein à la réservation. Et difficulté à les joindre, dans le sens où voilà, le service client pour les propriétaires est parfois un peu complexe. On a rassemblé certains aussi, donc Airbnb, Herbitel, VRBO, qui apportent tous, voilà, qui ont tout autant une bonne clientèle étrangère, qui sont plutôt fiables et aussi utiles pour notamment des étrangers qui arrivent dernière minute. Mais ce qui ressortait, c'était que ça marchait un peu mieux pour les gîtes que pour les chambres d'hôtes, des commissions également élevées et un temps aussi de virement un peu lent, ce qui peut compliquer la trésorerie. Pour Gîtes de France, donc voilà, plus sur les gîtes que sur les chambres d'hôtes. Le Bon Coin, etc., c'est très bien pour des locations de longue durée, mais donc un peu moins adaptées aux chambres d'hôtes ou alors dans des cas très positifs, mais intéressant pour voilà, des annonces ponctuelles, un peu pour booster ou pour tester des choses, et très cher, un peu cher pour une publicité exhaustive qui serait permanente à l'année. Et enfin, votre château de famille, qui a un très bon référencement sur Google, qui aussi voilà, met en avant une sélection de clients et qui est en contact direct du coup avec eux, mais aussi avec les gestionnaires et qui facilite les paiements pour plus de fluidité. Ce qu'on a aussi reçu un peu comme commentaire, c'était bien sûr la vente en direct
sur le site internet pour éviter les commissions, comme on disait tout à l'heure, et aussi la complexité du paramétrage de certaines plateformes qui prend du temps au début, mais aussi voilà, ponctuellement, enfin, de façon assez récurrente, qui nécessite du coup que les propriétaires voilà, vérifient que tout soit à jour, etc., pour éviter qu'il y ait des erreurs et d'avoir à payer les pots cassés. Sur les labels, donc on en parlait tout à l'heure, une bonne partie, une partie non négligeable des répondants n'utilisent pas, enfin en tout cas ne sont pas adhérents. Mais il y a quand même plusieurs avantages et inconvénients qui en sont ressortis. Donc, bien sûr, crédibilité et attractivité, notamment pour des clientèles ciblées. Donc, voilà, il y a des labels qui peuvent être très niche presque, et donc qui vont permettre de mettre un monument en avant auprès d'un certain public qui peut être intéressé, et donc voilà, d'avoir un peu une offre qui peut être plus ou moins faite sur mesure pour ses clients. Et aussi, bien sûr, ça rassure, c'est-à-dire que le label voilà, donne l'avantage de pouvoir montrer que voilà, ça a été testé, que c'est quelque chose de crédible et professionnel. Et bien sûr, avec ça, la visibilité auprès de ces clientèles parfois un peu niches. Et aussi, côté référencement et pour les plateformes de réservation, bien sûr, ça rassure tout le monde. Donc, plus il y en a, mieux c'est, d'un certain côté. Et notamment parce qu'il y a parfois des attentes de normes et de qualité qui font que voilà, avoir un label est aussi synonyme, en tout cas un peu assurance d'un certain niveau de réception. Enfin, un peu lié un peu lié au fait que certains labels soient niches, certains labels en fait voilà, ouvrent des opportunités de nouveaux segments ou de nouvelles clientèles qui étaient jusque-là compliquées à atteindre. Donc typiquement tout ce qui est vélo, tout ce qui est cyclisme, tout ce qui est tourisme durable, etc., pour permettre à des répondants de se diversifier. Par contre, avec tous ces avantages viennent certains inconvénients qui sont bien sûr le coût et l'impact, en tout cas l'impact réel ou perçu parfois, c'est-à-dire que pour certains, ils ne savent pas trop si ces coûts parfois élevés ont vraiment un impact, ou en tout cas quelle partie de leur chiffre d'affaires est directement, voilà, directement ou indirectement liée à ces labels, et donc si c'est rentable pour eux, en plus des contraintes et exigences qui sont le pendant de cette assurance de qualité. Parfois, ça peut prendre un peu de temps ou voilà, compliquer une gestion déjà assez intense. Et enfin, pour certains, tout simplement, ils n'ont pas besoin, ils ont le luxe de ne pas avoir besoin de ce genre de label pour remplir leur hébergement. Et donc, voilà, pour eux, comme ils n'ont pas besoin de ces nuitées en plus, ils considèrent que ce coût et ce travail supplémentaire n'est pas très intéressant. Mais encore une fois, prendre en compte que beaucoup dans les répondants, en fait, tout simplement, n'ont pas de label, non pas parce qu'ils ont fait ce calcul avantage-inconvénient, mais parce qu'ils n'ont pas encore franchi le pas de faire la démarche, de faire la candidature, de regarder les avantages-inconvénients, etc. Et donc, pas forcément pour des raisons encore très figées. La dernière partie de notre questionnaire qui était voilà, un peu la demande de conseils, de partage, etc., était très intéressante, et merci beaucoup à tous ceux qui ont partagé un peu de leur expérience. On a essayé de rassembler par sujet, sans, encore une fois, filtrer, c'est-à-dire en ne disant pas on n'est pas d'accord avec ce qui a été dit là, ou cela n'est pas applicable à tout le monde, etc., et donc on enlève. L'idée était de partager un peu alors bien sûr, on a parfois réduit, reformulé ou clarifier un peu la citation, mais l'idée était de pouvoir partager avec tous ce qui avait été dit pour que chacun en fasse ce qu'il veut et qu'on puisse voilà, en discuter. Mais bien sûr, ces conseils ne viennent pas de nous ou ne représentent pas ce qu'on pense. Et donc voilà, on va juste pour les parcourir rapidement un peu. Il y a certains très bons conseils, bien sûr, sur tout ce qui est le positionnement et stratégie, notamment pour des débutants. Mais voilà, certains conseillent de commencer directement haut de gamme, d'avoir les tables d'hôtes, de bien sûr étudier son marché, donc bien comprendre où est-ce qu'on est par rapport aux avantages différenciants dont parlait Serge, comment est-ce qu'on se situe, bien comprendre ses coûts, ses marges, et bien sûr ses canaux de communication pour quelle est la meilleure façon d'attirer la clientèle, et la bonne clientèle, bien sûr, qu'on ait des gens qui n'annulent pas, qui soient
soit compréhensif, qui soit agréable aussi à recevoir. Par rapport à l'organisation, bien sûr que c'est une activité très chronophage, donc c'est quelque chose qui ressortait dans les freins à la croissance, exigeante aussi, parce que les gens viennent avec une attente d'une certaine qualité, et aussi du coup de ne pas aller trop vite au début pour graduellement monter en... Certains conseilleraient de, voilà, au début, prendre le temps pour comprendre, apprendre le métier et commencer par quelques chambres pour voir comment ça se passe et structurer avant de trop se mettre sur le dos. Et bien sûr, le poids sur la vie familiale, notamment de la table d'hôte, qui peut, en tout cas selon certains, qui peut être une complexité. Et donc, voilà, est-ce que c'est quelque chose pour certains, se poser la question, est-ce que c'est intéressant? Oui, et comment faire en sorte de le concilier avec d'autres de ces contraintes. Par rapport à l'accueil et la relation client, bien sûr, c'est primordial et très important, surtout en chambre d'hôte où il y a une vraie discussion, une vraie connexion avec les clients. Et donc, pour ça, une stratégie peut être bien sûr de limiter le nombre de groupes de clients pour pouvoir en discuter, pour pouvoir vraiment prendre le temps et aussi prendre le temps de voilà, montrer une partie du monument, expliquer un peu l'histoire du lieu, etc. Ce qui est parfois très apprécié. Et aussi, en fonction de la clientèle reçue, avoir les outils linguistiques à disposition pour pouvoir communiquer et partager son travail, partager son amour pour le lieu, partager ses ambitions, etc. En passant au slide suivant, on parle un peu plus de stratégie de rentabilité. Donc, bien sûr, encore une fois, la répétition de dire c'est très important de bien réfléchir, de faire ses calculs, surtout si c'est l'unique source de revenus, et que voilà, certains essayent aussi en tout cas selon leur opinion, de prévenir que c'est compliqué au début d'en faire une activité principale, que ça prend du temps, et qu'il faut du coup, et qu'il ne faut pas penser qu'en ouvrant quelques semaines plus tard, on aura un chiffre d'affaires suffisant pour financer ces projets. Donc au début, il faut prendre son temps, tester, avec différentes plateformes, différents prix et ajuster et continuer à itérer. Donc ça, ce serait certains conseils. Et par rapport à tout ce qui est visibilité et différenciation, ben voilà, avoir de bonnes photos, de bons supports de présentation, de communication pour se démarquer et rassurer sur l'authenticité et la qualité de l'accueil. Et bien sûr, comprendre la concurrence et voir ce qui marche par rapport aux gens qui passent dans la région pour voir un peu voilà, comment est-ce qu'on peut faire pareil ou mieux. Et enfin, très, très sympathique, mais justement dans tous ces retours, il y a eu beaucoup d'encouragement en disant que c'est quand même une activité très, très sympathique, très intéressante et qui peut très bien marcher. Donc, ne pas se décourager et que le courage et la patience sont essentiels pour la réussite dans ces projets. Donc, merci beaucoup. Et merci pour votre attention. Ravi de prendre des questions maintenant ou par mail, voilà, enfin, dans les prochaines semaines, bien sûr. Et voilà, merci beaucoup pour votre participation et écoute. Bravo pour ce beau travail, Louis et Serge. Merci beaucoup de cette présentation. Effectivement, il y a beaucoup on imagine les heures de boulot pour défricher tout ça. C'était très instructif. Eh bien, ceux qui souhaitent peuvent poser des questions oralement ou via le chat. Alors, je crois qu'il y a... Non, c'est des remerciements pour l'instant sur le chat. Est-ce que quelqu'un a une question? Oui, moi j'aurais une question. Une question vraiment de néophyte. Je vois donc que Booking est vraiment stratégique. Nous, on n'est que sur Airbnb. Donc, a priori, je comprends que ce n'est pas très performant. Comment vous faites pour arriver à jumeler des calendriers quand vous êtes sur plusieurs plateformes? Alors ça, c'est ma première question. Et deuxième question, est-ce que Booking reverse aussi la taxe qui doit être reversée aux communes, ce qui est bien pratique, ce que fait Airbnb, ce qui facilite bien la tâche, on va dire, d'un point de vue administratif. Donc, est-ce que vous avez cette fonctionnalité sur Booking et comment vous faites après pour jumeler les calendriers? Voilà mes deux questions. Alors là, c'est assez simple de répondre. La coordination, effectivement, des calendriers, c'est justement le rôle ou la valeur ajoutée du channel manager. Donc c'est bien le channel manager qui va synchroniser tous les calendriers, c'est-à-dire dès qu'une réservation est faite sur Booking, ben, elle est du coup bloquée sur les autres plateformes. Donc ça, c'est vraiment… c'est pour ça que moi, j'ai observé que 20%
je crois de mémoire, hein, d'entre vous n'ont pas de channel manager. Si vous avez plusieurs plateformes, ça me semble impossible, parce que gérer ça à la main, c'est de l'esclavagisme. Voilà, donc ça, c'est pour la première question. Seconde question sur Booking. Alors, moi, j'ai fait le choix de reverser moi-même pour Booking la taxe de séjour à la communauté de communes. Je crois, mais je vais laisser la parole à d'autres, je crois qu'on peut prendre l'option où c'est Booking qui le fait. Je ne suis pas sûr, mais il me semble. Alors, je laisse peut-être quelqu'un intervenir. Juste, Moi, Serge, est-ce que tu peux clore ton partage? Alors, quelqu'un peut répondre peut-être à la question de Serge. Merci, Serge. Pour ma part, moi, il le faisait avant et je crois qu'il le faisait avant et depuis quelques temps, j'ai vu apparaître effectivement dans les réservations que c'était des frais à demander directement aux visiteurs. Donc, je ne sais pas, peut-être que c'est une option à cocher, j'en sais rien. Chez moi, ils le font et d'après ce que j'ai compris, c'est plutôt lié à la communauté de communes qui se met en relation directe avec eux. Oui, c'est possible qu'effectivement le changement, ça soit la communauté de communes qui ait refusé de récupérer directement et qu'il la demande directement aux chambres. Oui, c'est tout à fait possible ça. En ce qui me concerne, c'est ce que j'ai compris. Ouais, et donc, moi, je m'en occupe plus depuis 1 an ou 2. Ouais. Ah bah c'est possible que c'est pour ça que ça ait changé. Ouais. Alors, je vois que Valérie voulait poser une question. Il faut brancher le micro, Valérie? Oh, on a besoin du micro, Valérie. Bonjour, c'est bon là? Oui, Ok. Non, il y a, pour répondre à la jeune femme, il n'y a que Airbnb qui collecte directement maintenant tout ce qui est taxe de séjour. Sinon, en effet, comme disait Romain, dans chaque département, on envoie donc la somme trimestriellement ou je ne sais pas quoi, mais Booking aussi, on doit récolter la taxe de séjour de Booking. Simplement, quand vous mettez une taxe de séjour sur votre site internet, vous devez, si elle est augmentée par votre commune ou par votre communauté de communes, vous devez également l'augmenter sur Booking parce qu'il fonctionne de manière autonome. Et sinon, moi, je travaille avec Amenities maintenant depuis 3 ans comme channel manager. Et en effet, moi, j'ai plus de 60 ans, donc sans doute que c'est lié à mon âge, mais j'ai eu beaucoup de mal à me former sur cet outil. Mais maintenant, ça y est. Et pour rien au monde, j'échangerais avec autre chose. J'ai eu LOA, j'ai eu d'autres et Vivo. Et franchement, Amenities est le plus complet. Et c'est tellement complet qu'on peut le jour même se dire je monte mon prix, je baisse mon prix, j'ouvre, je ferme. C'est très souple comme outil. Et en effet, ça permet de synchroniser toutes vos OTA et toutes vos plateformes. Et si vous fermez sur votre calendrier Amenities, ça va fermer partout. Donc, c'est top. merci Valérie. Très clair. Adrien, on t'écoute. Non, j'ai une petite question parce que du coup, vous avez bien poncé le sujet, messieurs, et je vous remercie beaucoup pour cette présentation. On a effectivement parlé des 15 couchages et des 5 chambres pour être chambre d'hôte. Dans l'idée d'un projet, là, éventuellement, nous sur Hermival, et on est bien d'accord que ces 15 chambres et ces 5 chambres et 15 couchages sont liés à un bâtiment. On pourrait très bien avoir d'autres chambres d'hôtes sur un... Parce qu'en fait, c'est lié à la législation des ERP, mais pas Voilà, ma question, c'est j'ai un commun, par exemple, qui est à 50 mètres de mon château dans lequel je veux rénover et refaire 4 chambres pour justement développer du chiffre. Est-ce que je peux le faire? À mon avis, je ne pense pas, parce que c'est sûrement faisable, mais je ne pense pas que ce soit réglementaire, puisque la règle dit qu'il faut que tu aies ton activité chambre d'hôte sur ta résidence principale. Et c'est bien dans ce cadre-là qu'on te limite, qu'on te borne à 5 chambres et 15 couchages. Donc, je ne pense pas que ce soit possible. D'accord. Réglementairement. J'en connais qui le font, donc il faut voir, il y a peut-être des… C'est pour ça que je posais la question, je suis d'accord avec Romain, c'est que j'en connais pas mal qui le font, parce qu'en fait la résidence principale dans le cadre d'un château avec des communs autour, c'est la résidence principale qui est la propriété. Dès l'instant où les bâtiments sont séparés de 8 mètres, donc dans une réglementation ERP, ça marche. Je pense que ça soit… En tout cas, j'en connais pas mal qui le font, donc c'est pour ça que je te pose la question, parce que tu es là et tu as poncé le sujet, mais voilà. Peut-être que Marc veut nous parler de ce sujet.
J'ai entendu parler dans le Lot de gens astucieux qui ont découpé leur maison en deux, qui l'ont mis dans deux sociétés différentes, et il y a monsieur dans l'une et madame dans l'autre, et moyennant quoi, ils font une dizaine de chambres. Eh oui. Voilà. Hmm. Mais donc, s'ils ont imaginé ça, c'est qu'a priori, c'est pas autorisé sans faire cette astuce. Ça s'appelle un peu de l'abus de droit ou de la fraude à la loi, je ne sais pas, mais enfin, ni vu ni connu. Et là, visiblement, tout le monde le sait. Après, il y a une autre astuce, hein, parce que c'est vrai que le chambre d'hôte, c'est 5 chambres maximum si on veut utiliser la terminologie chambre d'hôte. Après, l'autre astuce, c'est dans le bâtiment d'à côté, dans tes chambres, tu mets une mini kitchenette, tu mets un frigo, un petit réchaud, tu l'appelles pas chambre d'hôte, tu trouves un nom et tu la vends, entre guillemets, sur Airbnb comme de la chambre. Il y a de plus en plus de gens qui font ça. C'est des mini-studios, mais même pas des studios, quoi. C'est vraiment de la chambre aménagée avec… et ça, En fait, c'est une manière aussi une de… sorte de gîte. En fait, c'est sous le label gîte. Voilà. Oui, mais c'est… Une chambre d'hôte labellisée gîte. Voilà. Ouais, mais l'espace, il fait 25 mètres carrés, quoi. Ta chambre, ton studio, il fait… voilà, donc c'est aussi une autre alternative, quoi. Mais le terme chambre d'hôte, de toute façon, c'est 5 max. Meublé de tourisme, dit Romain. Oui, c'est sous cette appellation-là qui est générique. Nous, nos gîtes, c'est comme ça que ça fonctionne. On a 6 gîtes. On n'est pas du tout limité par le nombre, à part, comme tu dis, Adrien, la proximité des bâtiments. Oui, c'est ça. Donc, donc la bonne astuce, on va dire, la mieux, ça serait peut-être effectivement de faire des meublés de tourisme dans des communs, en gros des gîtes, mais avec quelques prestations par hôtelière qui s'assimileraient à… Exactement. Et à toi de décider de les louer à la nuit si tu veux. Ouais, c'est ça, exactement. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Moi, j'avais juste un conseil aussi pour les pseudo-débutants par rapport à Airbnb. Parce que moi, ça fait pas mal d'années que j'exerce l'activité et j'ai marqué un vrai changement depuis que Airbnb a segmenté. Vous avez dû voir sur le site Airbnb, hein, maintenant vous avez château, patrimoine, piscine, chambre d'hôte, cabane, etc. Et autant il y a quelques années, on était complètement noyé dans la masse et j'avais aucune réservation, autant maintenant, donc en étant dans la catégorie château, en étant dans la catégorie patrimoine, j'ai davantage de réservations. Néanmoins, il faut savoir que pour chaque hébergement, c'est 5 catégories maximales et que ce n'est pas nous qui décidons de la catégorie. C'est Airbnb. Donc, il faut faire une demande de catégorie et c'est eux qui décident si oui ou non vous méritez d'être dans château ou patrimoine. Mais si vous réussissez à être dans des catégories pertinentes par rapport à vos hébergements, que vous commencez à avoir quelques réservations, que vous devenez super hôte, ça peut vite bouger parce qu'aujourd'hui, un internaute, il va forcément, quand il fait ses recherches, il va forcément aller et sur Booking et sur Airbnb. Et après, il va peut-être visiter plein d'autres sites. Mais je pense que c'est vraiment un segment à creuser et aussi très bien remplir sa fiche Airbnb et essayer après avec le channel manager pour ne pas perdre, entre guillemets, trop d'argent. Je sais qu'avec Eloa, on peut dire le prix en direct, il est de 100 €. Et sur Airbnb, sur Booking, on rajoute 10, 15, 20%. Voilà, c'est peut-être quand même, vous rajoutez 20% sur Airbnb parce qu'eux, ils sont ils prennent beaucoup de commissions comme les autres. Mais bon, pour arriver à peu près à s'y retrouver, quoi. Mais Airbnb, c'est devenu absolument incontournable. Pour compléter ce que dit Brigitte, alors j'ai la même expérience, hein, puisque effectivement, quand je suis passé château sur Airbnb, j'ai vu arriver des gens qui vraiment n'ont que le filtre château, en fait, dans leur recherche. Mais par contre, je n'étais pas château automatiquement, donc il a bien fallu que je le demande. L'autre commentaire, l'autre conseil que je pourrais donner aux débutants, qu'on n'a pas mis d'ailleurs sur notre document, Louis, je pense qu'il faudrait le rajouter, c'est en démarrage d'activité d'être extrêmement attentif à obtenir des bons avis sur les plateformes et sur la fiche Google et sur TripAdvisor.
Parce que moi, je vois la deuxième année, la première année, c'est des gens très courageux qui viennent parce que, entre guillemets, vous n'avez pas d'avis. Mais dès la deuxième année, les gens y viennent uniquement pour les avis. C'est-à-dire qu'ils prennent comme critère de recherche les avis. Et ensuite, ils lisent un peu pour vérifier que les avis sont cohérents avec ce qu'eux cherchent. Et ensuite, c'est ça qui fait le flux. Hein. Moi, je suis frappé. Donc, grosse recommandation pour vraiment peaufiner les premiers avis pour qu'ensuite, voilà, la dynamique soit enclenchée. Et l'intérêt des channel managers, en fait, c'est que ça peut se faire automatiquement. C'est-à-dire, il y a l'email de pré-séjour qui dit « vous allez arriver dans quelques jours, donnez-moi votre heure d'arrivée », par exemple. Et après, automatiquement, quand les clients sont partis, c'est vous qui rédigez le petit courrier en disant « laissez un avis ». Et c'est vrai que ça peut aussi multiplier les avis parce que c'est toujours un peu délicat quand les clients s'en vont, oralement, de dire « bon, ben, vous avez passé un bon séjour, laissez un avis ». Moi, j'ai toujours été assez mal à l'aise pour le dire oralement au moment de faire payer les clients et au moment où ils partent. En revanche, l'email de post-séjour qui s'est enclenché automatiquement avec le channel manager, c'est beaucoup plus facilitant pour les avis. Je vois que Romain avait une question, peut-être. Oui, deux remarques. La première, pour rebondir sur les catégories Airbnb. Moi, je me suis remis sur Airbnb récemment, après avoir interrompu quelques années. J'ai eu quelques difficultés à me mettre dans les bonnes catégories parce que c'est tout automatisé. Il a fallu que je discute avec des gens pour dire bah si, je suis un château en fait, vous avez vu, il y a des tours et tout. Et ça ne voulait pas l'accepter, et puis ça a été très long. Et là, en le disant, je ne sais même pas si je suis rentré dans les bonnes catégories, mais je vais aller vérifier. Entre parenthèses, j'ai eu 0 réservation depuis le début de la saison, donc il doit y avoir un petit problème soit dans mes annonces, soit dans mon référencement. Pas château, hein, parce qu'il m'a fallu presque un an pour être château. Hein. Ouais, bah c'est compliqué. Et effectivement, les personnes qui, la hotline, me répondent non, mais on ne peut rien faire, il faut laisser la machine turbiner toute seule. Donc, je trouve que c'est assez. Ça continue à me donner une image assez déplorable de ces systèmes qui sont aux antipodes de ce que nous, on propose, c'est-à-dire de l'authentique et de l'incarné. Bon, bref, je ferme la parenthèse. Et puis, deuxième remarque, je voulais dire qu'on parle beaucoup des channel managers et parmi ceux-là, il y a des trucs français et puis il y a beaucoup de trucs anglo-saxons. Il y en a un qui est quand même, que moi j'utilise finalement, qui est celui… alors, j'ai des gîtes à côté. Donc, pour mes gîtes, j'utilise beaucoup. Je suis partenaire de Gîtes de France et qui est bon sur la partie gîte et pas bon sur la partie chambre d'hôte. Néanmoins, j'utilise le channel manager de Gîtes de France pour l'ensemble de mes logements. Et c'est un channel manager qui a quelques inconvénients, mais qui a l'avantage d'être inclus dans le prix de ma cotisation et que du coup, j'utilise. Et c'est un vrai channel manager dans le sens où je pilote mes tarifs et mes plannings booking, donc y compris mes tarifs, depuis le channel de Gîtes de France. Et la communication est assez bonne avec Expedia, Booking, Airbnb. Le seul souci qui sera traité un jour, c'est que ça ne communique pas bien avec Amenities. Donc, quand vous avez votre site web avec réservation en ligne qui est sur Amenities, ce n'est pas encore génial avec ITEA, qui est le channel manager de Gîtes de France. Donc, je ne sais pas si je suis le seul ou s'il y en a d'autres qui ont des gîtes, mais je voulais donner cette précision. Petite remarque, on a beaucoup parlé aussi d'Airbnb. Moi, j'ai arrêté Airbnb aussi sur nos chambres d'hôtes il y a maintenant 2 ans. Et je ne sais pas, peut-être que c'est à tort, effectivement, mais en fait, j'avais remarqué surtout que les réservations n'étaient pas hyper quali. Et on parlait effectivement des gens qui peuvent des fois réserver sur Booking et penser dans un hôtel, donc créer une sorte de quiproquo. Et j'ai plus eu le sentiment d'avoir des gens qui avaient réservé par Airbnb et pensant arriver dans un gîte où ils sont tranquilles tout seuls et ne pas comprendre qu'il y avait d'autres personnes et que du coup, nous aussi, on était là, etc. J'ai plus eu ce sentiment-là. Donc, voilà. Donc, moi, c'est Booking, Booking à fond. Donc, je vois que du coup, Romain, c'est bon, tu es bien sur la catégorie château. Et du coup, moi, Booking, pour moi, reste un incontournable. C'est 80% de mes réservations. Et voilà. Donc, c'était juste une remarque sur. On a beaucoup parlé d'Airbnb, mais en tout cas, j'ai pas trouvé que c'était hyper quali. Les gens pensent plutôt à du gîte que de la chambre. Voilà. C'était juste une remarque pour les nouveaux qui arrivent et qui, justement, ne sont peut-être que sur Airbnb. Booking, c'est quand même pas mal, même si c'est très cher.
Je suis entièrement d'accord et c'est la raison pour laquelle j'avais quitté Airbnb pendant un temps, c'est que je trouvais que la clientèle n'était pas qualitative. Oui, mais méfiez-vous quand même parce qu'Airbnb, justement, depuis 2-3 ans, fait le forcing pour se positionner sur le sujet chambre d'hôte parce qu'effectivement, C'est ils pour sont ça que je reviens. historiquement gîtes. Et du coup, ils ont créé une catégorie. Enfin, non, il n'y a pas de catégorie spécifique chambre d'hôte, du coup. Si. Enfin, on a parlé de la catégorie château, mais est-ce que du coup, les logements sont bien identifiés comme chambre d'hôte, les chambres? Tu peux Ah faire bah les oui, normalement. Ah, mais Ouais. moi, Oui, j'ai oui. jamais eu le problème que tu évoques, par exemple. Hein. Ok, là, bah, peut-être, effectivement, c'était peut-être il y a 2 ans et que ça a bien changé, hein, je ne sais pas, mais non, j'ai arrêté. Alors, j'ai toujours mes chambres qui sont dessus, hein, mais bah, je crois que, d'ailleurs, je crois que je ne l'ai pas fermé, je suis toujours dessus, mais je n'ai pas forcément trop travaillé le sujet et je crois que j'ai fait 0 réservation. Alors, peut-être qu'effectivement, ce n'est pas la bonne Mais catégorie. Mais c'est toujours Moi, je compliqué viens de de- démarrer avec Airbnb, donc pour une question de prix, de positionnement, etc. Après, c'est une clientèle qui est un peu plus jeune, c'est vrai. Donc, moi, personnellement, ça me va bien parce que ça rajeunit aussi par rapport à ma clientèle habituelle. Ce que je sais, c'est que depuis 2 ans, effectivement, ils ont embauché quelqu'un qui s'occupe uniquement du patrimoine. Et je me Ok. demande, alors je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il y a même une adresse email qui s'appelle patrimoine@airbnb.com où on peut voilà, essayer de négocier des présences dans certaines catégories, notamment château ou patrimoine. Mais là, je Bon, bah, ne suis pas sûre. merci pour les infos, j'irai rejeter un œil alors. Ben, il y a eu plus Adrien, ou moins un partenariat avec la demeure historique, justement. Enfin, ou Ah, un d'accord. webinaire avec la demeure historique, me semble-t-il, où ils ont expliqué justement qu'ils se positionnaient dans le domaine du patrimoine et des châteaux. Oui, Anne, on t'écoute. Adrien, moi je viens de regarder les catégories par rapport justement à ce qu'avait indiqué Brigitte. Et en fait, donc moi je suis pas dans les bonnes catégories en effet, donc je viens de demander un changement. Et il y a, je te confirme, une catégorie chambre d'hôte. D'accord, ok, donc c'est bien. Donc, alors voilà, je n'étais pas fait attention, mais je vais me repencher sur le sujet. C'est pas simple, hein? C'est pas simple. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Est-ce que on peut prendre encore une question avant de parler avec Emilia qui va nous présenter un petit peu sa problématique? Est-ce que une dernière question ou est-ce qu'on passe à la suite? Eh bien, passons à la suite avec Emilia. Merci beaucoup, Marguerite. Alors d'abord, un énorme merci, Serge et Louis, pour la présentation. C'était extrêmement enrichissant, intéressant et très bien présenté. Du coup, moi, dans ma présentation, j'ai mis quelques indicateurs, mais je regrette de ne pas avoir eu la vôtre avant pour me coller aux indicateurs, pour avoir le vrai concret par rapport à ce que vous disiez juste avant. Marguerite, est-ce que toi, tu peux la projeter directement ou je le fais moi? Tu peux essayer, sinon je vais aller la chercher. Hop. Alors, je suis accompagnée d'Héloïse, qui est en Bonjour tout le monde. apprentissage chez nous et qui s'occupe justement de tout ça. Comment je fais? Alors, non, je pense que sur la vidéo. Je reviens sur la vidéo. Ok. Et là, ici, vous pouvez faire partager votre écran. Ah là, d'accord. Non, c'est pas ça. Si, fenêtre, écran complet, écran complet. Ah. Ouais, voilà. Et là, vous faites partager et vous pouvez vous mettre sur le… C'est ça? Oui. Dites-moi si vous voulez que je partage. Non, je veux bien que tu le fasses parce que du coup, ça marche pas. Ok. Ce sera plus facile si toi, tu projettes. Fenêtre. Hop. Alors, super, merci beaucoup. Donc là, l'exercice, il n'est pas… Alors, c'est un cas concret du coup chez nous, mais on l'a voulu avec Marguerite assez ouvert à plein de personnes différentes. Non, ça ne marche pas? Alors, hop, si, hop. Est-ce que c'est bon? Non. Non, c'est pas bon. On l'a vu un instant. Hein. Oui, ouais. On l'a vu un moment, il a fallu repartir. Voilà, partager. Voilà. Canon. Alors, pour vous situer du coup, donc la Ville du Bois. La Ville du Bois est une vieille propriété familiale que j'ai récupérée il y a quelques années. On a tout recréé, on y a ouvert une chambre d'hôte en 2019. On est placé en Bretagne, à un quart d'heure à l'ouest de Rennes,
Sur la route vers tous ceux qui vont aller au bout de la Bretagne et dans le Morbihan, on est le premier point de sortie après Rennes. Nous avons 5 chambres d'hôtes, dont 3 chambres doubles dont les prix varient de 170 à 220 €, et 2 chambres soit doubles, soit familiales, dont le prix varie de 220 à 300 €. On est plutôt en activité de mars à décembre, et encore, je mets décembre, novembre, décembre, globalement, on est ouvert quand on a envie. Sur appel des gens, en vrai, on n'est pas vraiment ouvert. Le gros du gros, c'est mars-octobre, mais on est partant pour ouvrir en novembre-décembre. Donc voilà, donc ça vous donne un peu la situation et la vue un peu de la maison. Et sur la diapo suivante, Marguerite, si tu arrives. Alors, ouais, vous l'avez pas. Si, là, c'est bon, c'est bon. Est-ce que tu peux te mettre en pleine page? Parce que du coup, comme c'est assez petit, en diaporama. Alors, attends, hop. Est-ce que c'est bon? Non. Non. Alors. Et si tu cliques directement en bas à droite sur diaporama. Le bouton qui est juste à côté du moins du zoom, tout en bas à droite. Oui, mais ça ne marche pas. Ça ne s'affiche pas. Ok, bon, c'est pas grave. Ok, attends, je vais essayer de me rappeler ce que j'ai mis dedans. Attends, là, tu devrais en bas, descends ton pointeur là jusque là. Ouais. Oui, là. Ouais, un peu à droite, non. Un peu plus à droite. Non, un peu plus à gauche. Encore un peu plus à gauche, un peu plus à gauche. Là, oui, voilà, là. Alors, attendez. Hop. Est-ce que ça fonctionne? Non. Ok. On va se rapprocher de l'écran, ne vous inquiétez pas. Oui, alors, donc dans l'idée, en fait, le constat aujourd'hui, donc je vous ai mis les quelques chiffres clés, à savoir que donc, chez nous, les 2/3 du chiffre sont réalisés entre juin, juillet, août, septembre. On a 62%, je crois, qui sont réalisés sur ces 4 mois-là. Et du coup, les 6 autres mois ou 5-6 autres mois d'ouverture se partagent qu'une petite partie. Donc ça, c'est un des premiers constats. On n'évolue pas trop mal en chiffre d'affaires sur le tableau en bas. On augmente. Alors 21, c'était post-Covid, donc on était encore un peu à la traîne. Évidemment, 2022, c'est le moment où il y a eu l'énorme lâcher. Tout le monde a recommencé à voyager, donc ça a eu une belle augmentation. 23, un petit peu en baisse. 24, on est remonté. 25, pour l'instant, on est en retard. Si on regarde sur la partie d'avant, mars, avril, mai, on a fait moins en 25 qu'en 24. Juin, on prévoit de faire plus. On est très bien parti, mais ce ne sera pas suffisamment pour rattraper le retard pris depuis le début de l'année. Nos tarifs à la nuitée, du coup, le tarif moyen, c'est 194 € et on est à 2,4 nuitées en moyenne par séjour. Nos clients sont principalement étrangers. On a 70% d'étrangers, 30% seulement de Français. Et dans les étrangers, c'est principalement en Grande-Bretagne 16%, États-Unis 17%, Allemagne 12%. Donc voilà, ça se partage assez bien entre les Anglais, les Allemands, les Américains et les 30% du coup de Français. On a fait un débrief en début 25 au sujet de 24 qui nous dit qu'on a atteint quasiment un chiffre d'environ 100 000 €. Mais là-dessus, on sort une perte en résultat net, on sort à moins 15 000. Alors, bien évidemment, on se verse un loyer qui fait à peu près la moitié du chiffre d'affaires. Donc, clairement, on fausse le truc, on fausse pas mal les comptes, mais c'est le budget nécessaire pour essayer de faire vivre l'entretien régulier de la maison. Chose qui se tenait au début et qui ne se tient plus maintenant. Donc, sur les 15 000 €, il y a ma chère apprentie qui en prend une partie et le fait que moi, j'ai commencé à me payer aussi. Donc, ça s'explique. Néanmoins, il faut quand même qu'on puisse commencer à se payer. Moi, il faut que je puisse commencer à mettre de l'argent de côté pour ma retraite aussi. Donc, c'est important que ces choses-là rentrent en compte. L'idée, c'est du coup, plutôt que d'aller couper sur des dépenses, c'est comment je fais pour aller chercher du chiffre en plus. Deuxième élément important, à partir de 2024, puisque tous les ans, les seuils de TVA baissent, et bien cette année, du coup, bingo, je suis en plein dedans.
Donc, en 2024, je vais avoir mes 10% de TVA à payer, sachant que finalement, comme nous tous, je n'ai pas d'invest qui me fasse vraiment équilibrer. Donc, j'en aurai plus à payer que ce que je vais récupérer. Donc, la question qui se pose aujourd'hui, c'est comment je fais pour réaliser plus de chiffres? Est-ce que mon objectif, c'est augmenter beaucoup plus la mi-saison ou au contraire d'aller plafonner beaucoup plus en saison? Est-ce que c'est d'améliorer très nettement mon recrutement d'hôtes de façon à accueillir plus d'hôtes? Ou est-ce que c'est peut-être d'aller exploiter d'autres activités parallèles telles que organiser des séjours à thème, essayer d'aller chercher autre chose? Voilà, donc en gros, il faut que j'arrive à trouver dans mon équilibre, mais qui je pense est probablement l'équilibre certainement de beaucoup de nos maisons, où on est très bon en été, on l'est moins en mi-saison. Comment je fais? Là, en été, je suis à 60% de remplissage. Donc, je peux aller chercher plus, mais est-ce que c'est en toute cette énergie, est-ce que c'est là que je vais pouvoir aller chercher plus? Ou au contraire, en mi-saison, là où je suis à 20, 25, 30%, mais comment je fais? Parce que mes touristes étrangers, ils ne sont pas encore en France. J'attire pas les Français, je ne sais pas pourquoi. J'ai pas de piscine, j'ai pas de sauna, j'ai rien de tout ça pour attirer. Donc voilà, cette question du coup de quels sont les leviers en mi-saison pour essayer d'aller augmenter notre chiffre d'affaires sans forcément trop augmenter les charges. On vous écoute. Quelles sont vos pistes? On avait eu quelques éléments sur la workplace par Yann qui a eu un petit contretemps, qui devait être avec nous, mais qui va peut-être nous rejoindre. Ouais, qui peut poser pas mal de une première remarque à chaud. Je pense que tu es déjà quand même, par rapport à tous les cas qu'on a examinés, tu es déjà performante et bien placée quand même. Hein. Donc, faut quand même dire ça. Voilà. Tu es clairement au-dessus de la moyenne. Tu es au-dessus de la moyenne. Voilà. Bah, je suis au-dessus de la moyenne, sauf que moi, pour le coup, par rapport aux autres, moi, c'est mon seul et unique revenu. Donc, non, mais il est tout à fait légitime de chercher à progresser, etc. Mais tu es déjà au-dessus de la moyenne. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont des leçons à prendre de toi, moi le premier, avant tout. Mais ensuite, on peut tous progresser, bien évidemment. Et on doit tous progresser. Merci. Il y a Adrien, je pense, qui voulait prendre la parole, mais peut-être tu n'étais pas le seul. Moi, je rejoins Serge. Hein. Vous êtes déjà hyper performant. Hein. Nous, on est à 20 minutes de Deauville et clairement, on n'a pas ces chiffres-là. Hein. Donc, je veux dire, si on remet juste un petit peu dans le contexte géographique touristique, on est en Normandie, en cœur du Pays d'Auge. Moi, j'ai clairement dû baisser mes prix cette année parce qu'on a une concurrence qui est devenue ultra féroce. Et on a beau avoir du château, ça suffit plus. Donc honnêtement, bravo, parce que déjà vos chiffres ils sont assez dingues. Donc allez chercher du CR en plus, comme ça, moi tout de suite j'ai pas d'idée, j'aimerais bien le vôtre. Diminuez vos charges, clairement. Après la TVA, ça peut être une bonne et une mauvaise idée parce que vous versez un loyer, donc vous allez récupérer de la TVA sur les loyers que vous versez aussi, j'imagine. Enfin, que vous versez. Non. Bon, d'accord. Moi, comme ça à chaud, c'est développer d'autres activités, effectivement, parce que 60% de taux de remplissage sur l'été pour une chambre d'hôte avec un tarif qui en moyenne frôle les 200 €, bah chapeau. Donc là, comme ça, à part développer d'autres activités ou éventuellement travailler sur vos charges, revoir les contrats de, je sais c'est ce que j'ai fait moi, revoir les contrats de blanchisserie, revoir les contrats élec. Enfin là, on fait les cost killers, hein, on va chercher tout ce qui coûte et on va essayer de diminuer le maximum pour augmenter la marge. Tous ces trucs-là, j'en ai pas parce que déjà tout ça, on le fait nous-mêmes. Tout le linge, la blanchisserie, le repassage, les machines, on en est à pas mal de machines par jour. Ouais. Les allers-retours à la corde. En revanche, l'avantage en été, on a le bronzage corde à linge. Et alors ça, c'est canon pour commencer la saison. Ouais, non, mais je disais ça comme ça. Après, on n'a pas beaucoup de charges à aller chercher. C'est vraiment le loyer. Pour le coup, je verse 50 000 € à la SCI. Ouais. Donc, à côté de ça, j'ai 50 000 entre le loyer le salaire d'Héloïse, le mien, les courses, Oui, non, mais tout ce qu'on a tous. Hein.
Donc là-dessus, c'est vraiment le principe, c'est d'aller chercher vraiment le chiffre en plus. Alors oui, les activités annexes, mais du coup, comme quoi? Quelles seraient les idées et les pistes d'activités annexes? Alors là, c'est très, très lié à votre maison, à où vous êtes implanté, à ce qu'il y a dans le coin. Enfin, moi, je connais pas bien le secteur, je peux pas vous dire. Et les 50 000, ils sont incompressibles de loyer, ça c'est… Ah non, je peux les baisser, mais en fait, c'est une poche et l'autre poche. Ah oui, non, mais bien C'est sûr. mon Non, non, mais… 50 000, mais ça veut dire que c'est moi perso qui vais payer de l'autre côté. J'aime autant que Ouais, ce soit la SAS et que je lui trouve une solution pour faire plus d'argent. ouais. Mais là, bon, comme ça, moi, juste comme ça, à chaud, augmentation du chiffre, ça me paraît déjà, ça me paraît déjà être un beau chiffre. Voilà. C'est le bon point Il de y vue. avait quand même la question de… Alors, je vois que Marc voulait intervenir. Je parlerai après. Moi, Marc, non, parce que c'est juste une question qui est pas sans lien, mais intervient peut-être d'abord. Ce sera peut-être plus, je parlerai oui, après. moi j'étais surprise de découvrir que tu avais 70% de clientèle étrangère. Est-ce que quelqu'un a un avis sur le sujet? Ça m'intéresserait. Personne? Si. Alors, si je peux reprendre la parole, moi, c'est pareil. Ici, pour finir, je continue, mais c'est ça. Hein, on a quasiment que des étrangers. Hein. Ah, d'accord. Voilà. Parce C'est que quoi? ça C'est lié correspond à la pas- Normandie-Bretagne? Pardon? Non. C'est lié entre la Bretagne et la Normandie, du coup? Oh, c'est réputé quand même que la Bretagne et la Normandie sont déjà des terres d'accueil pour tout ce qui est anglais, hollandais, les Belges, les Espagnols. C'est souvent, par exemple, qu'ils viennent chez nous parce qu'ils vont en Bretagne. C'est Parce un que passage. Serge, il me semble que c'était pas tout à fait les chiffres que tu avais au global sur la France. Hein. Au global, on était à 40%, oui, en moyenne. Mais, Oui, donc il y a une vraie différence. Je vois que Marc. effectivement, c'est vrai que pour attirer les Français, quand même, moi je constate que. Alors, enfin, je pense qu'il faut que tu regardes un petit peu peut-être la segmentation de la clientèle. Moi, par exemple, j'ai beaucoup de clientèle familiale. Et alors, ce qui marche à tous les coups avec la famille, c'est la piscine. Ça, je veux dire, c'est. Les gens, en fait, ils ont mis le filtre piscine justement dans Airbnb ou dans je sais pas quoi, et c'est un critère très important pour la clientèle familiale française. Oui, alors du coup, par rapport à ça, Serge, la piscine, elle va attirer, et encore plus en Bretagne, de fin juin à mi-septembre. Donc, elle va venir apporter à une période où j'ai déjà Oui, les clients. oui, je comprends. En fait, là où j'ai besoin d'aller chercher, c'est avril, mai, début juin, enfin mars, avril, mai. Et fin septembre, même pas, fin septembre, on a encore beaucoup d'arrière-saison. Et octobre, novembre, potentiellement décembre. Donc, à défaut d'avoir la piscine, on s'est posé la question d'un sauna. En se disant, est-ce que le fait d'avoir quelque chose comme ça fait que ça attire? Donc, avis, s'il y en a qui ont un sauna, est-ce que réellement c'est un plus pour faire venir du client en mi-saison ou pas? Et comme on n'a pas de français, et ben nous, les ponts, les week-ends de vacances, tout ça, on n'a rien. On n'est Non, pas. mais la piscine, vous avez un gros atout, comme il l'a dit, Serge, c'est le filtre, en fait. Dans Booking, dans Airbnb, dans machin. Oui, il y a mais le filtre. sauna rentre dans le filtre spa bien-être. En fait, le filtre sur les Booking & Co, par exemple, piscine, spa, bien-être, thalasso, machin, c'est le même critère. Ouais, éventuellement, une pièce avec un jacuzzi couvert, un sauna, enfin, il faudrait une pièce couverte parce qu'on est en Bretagne, c'est pas pour on va pas faire une guéguerre Normandie-Bretagne, on est un peu dans le même panier en termes de météo. Mais effectivement, couvert, c'est mieux, ouais. Alors, je pense que Yann, tu voulais intervenir. Oui, petit point. Bonsoir, je viens d'arriver il y a quelques minutes. Je prends en route le truc. Sur la tarification, j'ai vu votre site, Emilia, il est super. Vous avez une super maison, un super produit. Et d'ailleurs, vous avez tous des belles maisons. Et il me semble que le prix pour cette activité, en tout cas ceux qui font des activités de chambre d'hôte, dont c'est l'activité principale, le prix moyen d'une nuit devrait être minimum, mais grand minimum, 200 €. 250. Même 250. On a tendance, nous, peut-être Français, à voir, et surtout nous qui avons cette activité dans ces maisons-là, à ne pas avoir les yeux qui brillent autant qu'un étranger. Mais vous accueillez tous des étrangers, vous voyez bien la réaction qu'ils ont quand ils rentrent dans vos maisons. Ils sont toujours émerveillés
de tous les détails, de toutes les choses que même nous, au quotidien, on finit par plus les voir. Et je pense que le prix est souvent, je remarque, sous-évalué dans le prix, dans la tarification des chambres. Il ne faut pas avoir peur, et vraiment j'insiste là-dessus, il ne faut pas avoir peur de monter ces prix. Ce sont des maisons qui coûtent énormément, elles sont toutes très belles et ça a un prix. Et ce prix-là, à mon avis, il doit être minimum à 200, voire 250. Il ne faut vraiment pas avoir peur de monter ces prix. Si on en revient sur la présentation, ce que dit Yann, c'est tu devrais te mettre dans la segmentation 280 €. Pour moi, chez Emilia, il manque à la vue son prix, il manque 100 et €. 300, tu dis. Entre 250 et 300, voilà. Ouais, selon la présentation, je me suis mis la tranche 250-300, c'était celle qui paraissait intéressante. Mais après, je n'ai pas le positionnement de Boussel non plus. Hein. Non, mais c'est juste votre site. Vous vendez une belle maison, vous vendez votre histoire. Tout ça, c'est très joli. Et à notre sens, ça vaut au moins 250 €. Au moins, minimum. Je rebondis en fait, sur vous me ce faites que- penser un peu, parce que moi, j'ai repris l'activité il y a 7 ans de mes parents. Et quand mes parents faisaient cette activité-là, à chaque fois, presque le sujet, c'était l'année prochaine, allez, on augmente de 5 € le prix des chambres. Je m'arrachais les cheveux qui me restaient à l'heure. Mais franchement, il ne faut vraiment pas avoir peur de faire même 20, 30 €, vous y allez mollo, et puis vous allez voir. Alors, il faut savoir une chose, c'est que là, vous parlez de 60%. Nous, par exemple, on est passé de 60% à 40%. Donc, vous allez diminuer forcément, mathématiquement, vous allez diminuer le taux d'occupation. Mais augmenter les prix, ça veut dire aussi une augmentation de service. Ça veut dire être plus attentif au client. Le client devient de plus en plus exigeant. Il faut faire un check-in de plus en plus canon. Il faut apporter des petits services que tout le monde peut faire, et c'est des petites choses simples, mettre un bar en libre service, des petites choses assez faciles à gérer qui ne prennent pas trop de temps. Une boisson de bienvenue. Des boissons de bienvenue, être attentif aux demandes, enfin un tas de choses, mettre des boissons disponibles. Tous ces petits services vous permettent de justifier le prix. Mais c'est vrai que ça demande, plus vous allez augmenter les prix, plus ça va demander un investissement personnel de plus en plus important. Vous devrez toujours être sur place. C'est un juste équilibre à trouver entre ce que vous gagnez et l'investissement personnel que vous mettez. Ce qui est déjà le cas de toute façon. Oui. Moi, je voulais rebondir sur ce que disait Yann, parce que je pense que dans ton cas, à toi, avec 70% d'étrangers, l'augmentation tarifaire, c'est une prise de risque assez modérée, puisque l'étranger va pas forcément être à une dizaine d'euros près. C'est une clientèle qui vient vraiment en coup de cœur. Donc, je pense, dans ton cas, pas trop risqué de faire une augmentation tarifaire. Et peut-être que sur les périodes creuses où tu n'as pas les étrangers, tu pourrais tester une tarification peut-être qui rejoindrait la tranche plus basse pour voir si ça fait venir des Français ou pas, en test, puisque tu n'as pas grand-chose à perdre. Mais vous avez des tarifs variables, Emilia? J'augmente juste en juillet, août. Mais de 20 €. Ah, il faut. Ah non, mais il faut faire. Non. Non, il faut... vous avez fait. Non, il faut doubler. Nous, on double le prix d'une chambre, il passe en basse saison, je ne sais pas, de 200 à 400 en été. Faut pas, et vous faites pareil sur les week-ends, les ponts. En fait, les ponts du mois de mai, vous les considérez comme un pic saison. Mes ponts ne sont pas remplis. Vous les remplissez même avec les étrangers. Comment? Ce n'est pas les Français, les étrangers, ils ne sont pas calés sur le pont. Ils arrivaient au week-end de l'Ascension, ils arrivaient le mardi, ils repartaient le vendredi. Les gars, ils avaient rien compris, c'était pas ça. Oui, nous, c'est vrai que les étrangers, ils ne font pas les ponts. En fait, ils voyagent tout le temps. Mais ce qui se passe, les phénomènes du pont, c'est que les Français, ils remplissent les autres. tous les autres hôtels, et qui fait que, en fait, ça fait monter les prix de toute façon. Exactement. Ça fait monter les prix de tous les parcs hôteliers.
Et en plus, il y a beaucoup plus des gens. Donc, il y a beaucoup plus de gens. Donc, eux, ils ont moins des choix. Mais après, c'est vrai que ça fait venir aussi chez vous, in fine, un peu des gens, peut-être que ce n'était pas entièrement leur premier choix, mais ils se disent, ah tiens, peut-être qu'on va ici parce que tout est complet. Mais c'est pas grave. On ne peut pas tout le temps avoir, moi aussi, je préférerais avoir que des clients qui réservent 6 mois à l'avance et qui ont mis plusieurs heures à étudier, d'être sûr de venir. Parce que c'est vrai que comme on n'est pas des hôtels, on est des maisons particulières et avec un fonctionnement particulier, et des personnes souvent qui réservent à la dernière minute, parfois on le voit, ils se sont trompés. En fait, ils voulaient vraiment arriver dans un hôtel et ils sont un peu surpris d'arriver dans une maison privée. On arrive à les récupérer. Parfois, non. Mais bon, c'est un autre sujet. Ok. Alors, je vois que Marc et Adrien, alors peut-être Marc d'abord et ensuite Adrien, vous voulez prendre la parole. Alors, moi, c'est plutôt une question qui découle à la fois de l'expérience particulière, de ce que vient de dire Yann, mais qui revient un peu sur le benchmark du début. Parce que moi, par rapport à vous, comme vous commencez sans doute à le savoir, j'ai une particularité, c'est que je n'ai pas de château, je suis en ville. Donc, c'est une problématique commerciale un petit peu différente, puisque dans mon environnement immédiat, j'ai des hôtels. Et comment vous vous positionnez par rapport à la concurrence avec les hôtels? Et je pose la question de manière très intéressée, puisque bon, je suis en phase de projet de réflexion, donc j'ai un petit peu regardé ce qu'étaient les taux d'occupation des hôtels dans le département, parce que je ne l'ai pas à la maille de la communauté de communes. Donc je regarde et on voit que les hôtels 4 étoiles ont environ un taux d'occupation de 50 à 55%. Et que moi j'envisage d'ouvrir toute l'année, et on me dit ouais, mais vous pouvez pas tirer des conclusions comme ça parce que les hôtels ont une force de frappe commerciale que vous n'aurez pas et vous n'arriverez jamais à faire le même taux d'occupation. Et puis alors par rapport au prix, là pour le coup, je pense que je suis plus contraint par le prix de la concurrence hôtelière quand il y a du 4 étoiles à 200 mètres de chez moi, dans du bâti 15e ou 16e siècle. Je suis un peu forcé de m'aligner, même si c'est du mercure et qu'on peut ne pas aimer. Voilà. En fait, moi, à mon avis, je pense que, pareil, vous êtes en train de vous comparer avec quelque chose qui n'est pas comparable. En fait, les hôtels, les hôtels en général, soit Mercure, soit des autres produits, ce sont des produits standards. Ce qui fait la différence, par exemple, des Bousset, de tous les autres châteaux, en fait, ils sont tous quelque chose de particulier, en fait, quelque chose d'unique. Et en fait, il faut exploiter cette partie-là parce que de toute façon, un lit et un petit déjeuner, ils peuvent tout à fait les trouver dans un Mercure, dans n'importe quel hôtel. Néanmoins, en fait, l'histoire de votre maison, l'histoire de votre famille, tout ce type de choses qui sont, en fait, qui paraissent des broderies, c'est ça qui est le storytelling de votre maison. C'est la particularité, la unicité, ce qui va rendre votre produit et l'expérience chez vous unique. Et donc, les gens, ils viendront finalement pas forcément pas uniquement pour dormir, pour se loger, mais pour vivre l'expérience. Mais il faut y croire. Si vous y croyez. Je pense que c'est ça. Je pense qu'on joue peut-être pas assez sur ce côté peut-être unique, sur le côté expérience client. On n'est pas, tout le monde sait faire un lit et un petit déj. Mais pas tout le monde ne sait l'apporter dans un écrin comme les nôtres. Oui. C'est ça qu'il faut peut-être en être. Je peux apporter un petit témoignage. J'ai reçu récemment là, un couple, et en discutant avec eux lors de la table d'hôte, la fille m'a dit qu'elle était responsable de l'expérience client chez Louis Vuitton. Alors là, j'ai eu des sueurs froides. Parce que je me suis dit, je ne suis pas du tout expérience client luxe. Et elle m'a dit, mais vous avez complètement tort. L'expérience client
chez vous, elle est très claire. C'est l'accueil, la relation que vous avez avec les autres. 2, c'est le feu de cheminée qui fonctionne en permanence. Et 3, c'est le dîner aux chandelles, puisque mes tables d'hôtes, c'est dîner aux chandelles exclusivement. Et elle me dit, mais ça, c'est le triptyque de votre expérience client. Et en fait, c'est une expérience qui est tellement différente et tellement innovante qu'elle est une expérience luxueuse. Tout à fait. Moi, Donc, je j'ai eu pense ce commentaire, alors j'étais très fier. les luxe aujourd'hui, il est plutôt, en fait, il est plus dans les bling bling. En fait, c'est l'authenticité qui attire plus. En fait, se disant, le monde, en fait, il a déjà les yeux éblouis tellement et c'est en fait cette partie de retour aux sources, de retour à ce qui est vrai, parce qu'il y a beaucoup de faux. En fait, c'est des faux des personnes, beaucoup de personnes qui font genre. En fait, il y a beaucoup d'aspirationnisme dans le monde. Donc, c'est en fait ce qui vous rend unique et presque, c'est justement l'authenticité de votre histoire, de l'histoire de votre maison. En fait, c'est ça. En fait, c'est ça qui rend unique et chaque château, finalement, devient une expérience différente à chaque fois. En fait, il y a quelqu'un qui pourrait faire booster les châteaux suivants, tous les autres châteaux, et à chaque fois, il vivrait une expérience différente. Parce que les personnes sont différentes, l'histoire du château, de la région, de la famille, en fait, et tout ça. Et en plus, ils sont un lit, un petit déjeuner. Et Erika, comment est-ce qu'on met en œuvre la communication autour de cette authenticité? Nous, on y a travaillé beaucoup. En fait, moi, quand nous sommes arrivés en 2018, 17, il y a, moi, c'est quelque chose que vous faites déjà naturellement. En fait, vous les faites déjà. Moi, je les voyais déjà avec mes beaux-parents. Et sauf que eux, ils y croyaient pas. En fait, parce que pour eux, c'était tout simplement naturel et c'était quelque chose de banal. Donc, pour vous, c'est devenu banal. Mais ce qui est banal pour vous ne l'est pas pour les autres. Donc, c'est ça. Instagram. Oui, nous, on les fait, en fait, on commercialise beaucoup sur Instagram. En fait, on cherche beaucoup à polir notre image des marques. Et donc, c'est un peu dans ça, en fait. Les personnes, ils arrivent. On a beaucoup travaillé sur notre site web direct, officiel. Donc, oui, c'est vrai, c'est bien être sur Booking, Airbnb et partout, parce que c'est comme ça que les gens vous trouvent. Mais juste une chose par rapport à Booking, c'est que le risque de Booking, c'est que vous connaissez, tout se fait surtout par les photos et les petites cases et les options à cocher. Mais le risque, c'est surtout dans les réservations de dernière minute, c'est les gens qui passent par Booking, ils se trompent souvent, enfin souvent ça occasionnel, mais ils pensent arriver dans un hôtel. Le problème de Booking, c'est que vous ne pouvez pas paramétrer ou très peu finalement la description textuelle de spécifier votre histoire, vos détails. C'est Booking et les OTA en général, c'est vraiment leur but à eux, et c'est de vendre. Alors que votre site internet, c'est peut-être de rentrer plus dans les détails pour apporter plus vraiment l'explication de qui vous êtes, de ce que vous faites, vraiment l'identité de votre activité. Je vais revenir sur quelque chose, Erika. Pardon, Marguerite. Vous parliez d'Instagram. Alors, vous avez des milliers de followers. Est-ce que ça vous apporte réellement aujourd'hui dans vos réservations? Est-ce que c'est juste une image de marque? Est-ce qu'il y a des réservations qui passent par là? Comment vous jugez Insta? C'est important. Moi, je trouve que c'est important parce que là, vous touchez en fait à la génération qui aujourd'hui a plus de pouvoir d'achat. Donc, en fait, la génération qui a plus de pouvoir d'achat, c'est les personnes, ceux qui sont à partir de 35 ans,
jusqu'à 50, 55, 60. Après, il y a, ça c'est au-delà des 60, c'est Facebook. Vraiment. Donc, c'est très marqué, en fait. Il y a chaque génération a son réseau social. Donc, voilà, il faut juste… Vous êtes sur TikTok aussi? Aussi, on est aussi sur TikTok. Moins actif sur TikTok encore. On essaye de trouver le… C'est pas facile, TikTok. Enfin, pour l'instant, on n'est pas trop… Enfin, on est dessus, mais pas très actif. Mais certainement qu'il faudra développer ce point-là. Mais Je vois Instagram, que, Yann, je vois que vous avez vous payez une publicité pour remonter dans les résultats Google, hein, c'est ça? Oui. Ça fonctionne bien pour… vous avez vu une différence dans les réservations? Bah, nous, on est à combien de pourcentage de direct? Non, mais c'est plus par la question de Marguerite, c'est plus si ça a un effet les publicités. Un peu, mais c'est pas énorme. Mais ça rembourse les frais investis, mais c'est pas non plus énorme. Moi, je dirais que on a plus de retours avec Instagram. D'accord. En fait, c'est un peu boule de neige Instagram parce qu'il suffit qu'il y ait Enfin, bon, ça, c'est un autre sujet, mais c'est les collaborations. Faites des collabs autant que vous pouvez avec Instagram. C'est quelque chose qui peut vraiment vous aider. Vous offrez une nuit à une collab, elle vous fait de la pub et généralement, ça en fait venir une autre. Et dans le lot, il y a toujours 1 ou 2 clients qui suivent. Mais après, il y a aussi, c'est un effet de rassurer les personnes. Parce que les personnes, quand ils vous cherchent, ils vous ont trouvé peut-être sur Booking, mais ils ne vont pas aller que sur Booking. Je parle des clients qui ne réservent pas aux dernières minutes, qui étudient vraiment, en fait, où est-ce qu'ils vont et qui font cette démarche des décisions, en fait, de prendre toutes les informations pour décider où est-ce qu'ils vont aller. Et ils font, normalement, ils vous trouvent sur Booking, ils vont faire peut-être une nouvelle recherche, soit sur Google, sur ChatGPT, et après ils vont voir, et après ils vont voir sur Instagram, ils vont voir, il y a plein de monde qui sont allés, en fait, ils vont voir, comprendre tout de suite l'univers que vous avez. Donc, Okay. votre univers, vous avez là la possibilité d'un petit peu déployer, en fait, ce que vous voulez, l'image que vous voulez que les autres retiennent de vous. Mais si vous montez en prix, au début, nous, on faisait un Instagram assez familial. On mettait en avant, on faisait une tarte aux poireaux, on montrait la tarte aux poireaux. Mais plus on est monté en gamme, plus on a quitté un petit peu cet univers familial pour partir vers quelque chose d'un peu plus, comment dire, un peu plus léché, un peu plus… C'est vous qui faites ou vous avez quelqu'un qui le fait pour vous? Non, on fait nous. On fait nous et non aussi les collabs. les Oui. collaborations. C'est les collabs qui nous passent du J'ai fait matériel. les tri. Oui, en fait, grâce aux collabs, on a des photos et ensuite on fait le tri, on les reposte nous, ou alors ça peut être nos photos. Mais j'aurais tendance à dire de pas trop faire. En tout cas, chez nous, on a quitté un petit peu l'aspect un peu vraiment familial pour partir vers quelque chose d'un peu plus épuré. C'est un équilibre à trouver entre l'investissement personnel, familial qu'on partage, et puis faire un peu rêver carte postale. Alors, est-ce qu'Adrien voulait intervenir? Non, très très vite, hein, c'était super intéressant l'échange là, merci. Et encore une fois, c'est une question de positionnement, c'est pareil, hein, comme on a pu l'échanger sur d'autres conférences pour d'autres sujets, en fait, c'est qu'une question de, voilà, après, on parlait d'augmenter les prix, après, c'est une question de positionnement et de la clientèle qu'on va attirer pour ça, et ce qu'on veut faire de son projet. Tout ça mêlé à une réalité économique où on a des charges à payer et des loyers à payer. Non, juste pour les tarifs, moi, je l'utilise pas, mais j'ai un ami qui l'utilise, qui a une grande maison là sur Caen. Il utilise les IA, c'est genre Pricelab ou des choses comme ça, en fait, qui sont des gros comparateurs de propriétés qui vous donnent des indications sur les prix que vous pouvez faire. Et au-delà de la saisonnalité, de monter votre prix juste sur juillet-août, vous n'avez pas forcément tilté, mais il y a un événement ce soir-là, par exemple, dans la ville qui est juste à côté, qui fait que tous les chaînes hôtelières bossent avec ce genre de choses. Donc, eux, ils sont très au fait de ça. Et même si vous vendez la même prestation,
C'est juste que vu que les autres vont être complets, ou en tout cas vont avoir augmenté leur prix de 30%, bah, vous allez vous trouver un peu le dindon de la farce à ne pas l'avoir fait, alors que tout le monde l'a fait parce qu'ils vont profiter du passage du Tour de France. Nous, on a le Tour de France qui passe cette année. Les chambres sont multipliées par 10 à Caen lors de la soirée où ils sont là. Et donc, bon, bah ça, quand vous le savez, c'est très bien, mais si vous ratez l'opportunité de le faire, c'est un peu dommage quand même. Et c'est pas parce que vous allez être 10 fois meilleur, mais c'est parce qu'en fait, en gros, les autres vont être 10 fois plus chers. Donc voilà, c'était juste un point comme ça. Donc il y en a plein qui font ça. Et après Slab, je crois que les channel managers maintenant intègrent même des IA ils génèrent des suggestions en disant voilà, tiens, ce soir-là, il y a ça, tu dois peut-être te mettre à ce prix-là. Tu fais pas. Mais c'est plutôt intéressant, plutôt que d'augmenter que de 30% effectivement sur juillet-août. Peut-être on rate des choses. Ouais. Voilà. Il ne faut pas avoir peur. Chaque jour, même, vous pouvez augmenter le prix. Nous, ça nous arrive dès qu'on sent que, pour une raison qu'on ignore, on sent qu'on a une chambre, 2 chambres, 3 chambres qui se louent, j'augmente le prix sur cette période-là. Donc, il ne faut pas avoir peur d'être réactif, soit parce qu'effectivement, comme le dit Adrien, il y a un événement et que vous en avez pris conscience, soit même, vous ne savez pas pourquoi, vous êtes en train d'avoir vos chambres, votre maison qui se remplit à telle date. Eh ben, vous augmentez, et que vous êtes avec de l'avance, hein, si vous avez de l'avance, vous augmentez les prix sur cette date-là. Il ne faut pas avoir peur de… il faut pas avoir peur de faire comme les billets d'avion. Il faut vraiment penser yield management. OK. Merci beaucoup pour tout ça. J'ai juste une autre question pour ne pas vous garder trop longtemps. En mi-saison, du coup, au-delà des augmentations de prix en saison, est-ce qu'il y en a qui organisent des séjours un peu thématiques pour essayer de remplir du coup des maisons autour de stages de yoga, de rallye de voiture, de retraite de couple? Enfin, est-ce qu'il y en a qui ont un retour là-dessus pour essayer en hors saison d'attirer et de remplir les maisons quand même? Alors, je pense qu'il y a, mais je ne sais pas s'ils font partie des audacieux. Et les domaines des tours. Je ne sais pas. Non. Parce que je ne sais pas si nous, on fait partie d'Esprit de France. Je ne sais pas si vous connaissez. Mais là, il y a d'autres hôtels, chambres d'hôtes qui certains font aussi partie des audacieux. Et je pense qu'il y avait un qui faisait, en fait, j'ai vu ça sur Instagram aussi. Et il faisait aussi des séjours yoga. C'est une bonne chose. Nous, on ne le fait pas, mais on commence. Donc, en tout cas, c'est quelque chose qu'on cherche à mettre en place des événements. Donc, on n'a pas d'expérience là-dessus, mais volontiers pour recevoir si des personnes ont de l'expérience. Mais on commence cette année justement à travailler sur les séjours à thème. Oui, je vois que Brigitte voulait prendre la parole. Oui, concernant au revoir et vous laisser finir ensemble la conférence. À bientôt. Ciao. Concernant les séjours thématiques, ce qui est très important, c'est de trouver l'expert ou le coach, ou que ce soit en yoga, en musique ou n'importe quoi, mais qui a son propre réseau. Parce que c'est très compliqué d'arriver à recruter du monde si nous, on n'a pas le réseau, parce qu'on n'a pas les compétences en yoga ou dans d'autres activités. Par contre, si vous arrivez à trouver la bonne personne qui a son réseau et que vous offrez la prestation, pourquoi pas, ça peut marcher. Sachant qu'il faut savoir qu'en général, les gens qui veulent faire une activité, ils sont prêts à mettre du budget dans l'activité, mais pas forcément dans l'hébergement. Donc, il y en a, peut-être qu'il y a des Parisiens, il y a des étrangers qui veulent faire des stages de peinture et autres, mais là, il faut vraiment s'appuyer sur des experts. Sinon, vous allez perdre un temps fou et puis ça ne va pas forcément fonctionner, quoi. OK. Sans parler de ça, est-ce que tu peux imaginer organiser des séminaires d'entreprise qui, du coup, utiliseraient les chambres d'hôtes? Ouais, Moi, j'ai eu cette première expérience là, il y a 15 jours. Là. On a commencé à lancer les séminaires. En fait, on a fait le partenariat avec 1001 salles. Du coup, on s'est inscrit avec eux. On a fait tout le truc là sur cette année. Honnêtement, on en a eu très, très peu. Et au-delà de ça, ça a été plus stressant qu'autre chose parce que ça arrive… D'abord, ils ne restent pas, c'est des locaux. Donc, ça n'utilise pas mes chambres d'hôtes. Donc, ça ne fait pas un revenu très intéressant.
Et ils arrivent à des moments où si j'ai une ou deux chambres, bah, du coup, j'ai tout le monde qui vient s'entrecroiser les matins entre les arrivées du séminaire et mes clients en petit-déj. En fait, je commençais à mélanger deux choses et du coup, j'étais plus à l'aise parce que je faisais aucun des deux correctement. Et mon cœur est quand même dans la chambre d'hôte plus que dans le séminaire. Le pro qui vient et qui… Non, mais il faut que ce soit des séminaires résidentiels. Effectivement. Oui, mais ça, en revanche, ça, j'ai pas réussi pour l'instant. J'en ai signé aucun. Okay. Alors, peut-être que j'étais pas bonne du coup dans le recrutement et qu'en effet, ça vaudrait le coup peut-être d'aller le creuser plus pour en attirer davantage. Et là, pareil, j'ai pas les leviers pour aller les chercher ou savoir comment… Enfin, il va m'en falloir un ou deux peut-être pour que je puisse lancer une communication autour. Pour l'instant, en tout cas, j'en ai pas fait. Et je sais même pas vraiment comment aller les chercher. Et je sais même pas si j'ai vraiment envie non plus d'aller les chercher parce que c'est du pro et que je suis pas très à l'aise avec les pros. Ouais. C'est une autre clientèle. Et moi, je suis très… Mes clients étrangers, mes touristes et autres, ou des gens qui viennent pour profiter d'un moment autour d'une expérience, oui. Le pro, je suis quand même hyper tendue. Mon mari, il me dit, il est temps que tu arrêtes parce que tu me fatigues quand il y a des pros dans la maison. Et c'est un peu dur à dire. Je suis tout à fait d'accord, c'est pas la même clientèle et ils viennent pour bosser, quoi. Ils viennent pas forcément pour vivre une expérience mémorable, ils viennent pour bosser et le rapport client est complètement différent. Ça, j'adhère, je suis tout à fait d'accord. Même s'il y a une source, il y a un levier. Mais pour la mi-saison, c'est intéressant, si tu veux. Ouais. C'est une opportunité. Hein. Ouais. Moi, j'ai vécu mon premier séminaire pro résidentiel. Alors, effectivement, c'est très stressant parce que globalement, il faut que tu sois là tout le temps. C'est-à-dire que tu es à disposition. Le Wi-Fi a un petit pet de travers, etc. Il faut tout de suite le corriger. Il y a un besoin d'une lampe torche, machin, enfin, d'un truc. Il faut être là. Donc, c'est énormément de sollicitations. Mais pour la mi-saison, c'est pas mal. C'est vrai. Et même hors saison, hein, il y a des séminaires juste avant Noël ou juste à la rentrée de janvier. Alors résidentiel ou pas, hein, mais il y a quand même de l'activité à ce moment-là. Moi, je pense que par rapport à ce que tu as dit, Emilia, tu as totalement raison, il faut être à l'aise avec le truc, mais être à l'aise, c'est aussi un conditionnement personnel qu'on se crée ou qu'on refuse de se créer, et ça, c'est à chacun de voir. Mais pour moi, c'est pas obligatoirement nécessaire d'avoir du résidentiel. L'enjeu par rapport à ce que tu dis, j'ai le même, c'est que les gens ne se croisent pas parce que ta clientèle, le touriste familial qui est là au petit-déj, elle n'a pas envie de croiser les mecs de chez Style ou de chez Hilti. Donc, c'est d'avoir physiquement des endroits où on ne se croise pas trop. Moi, j'y arrive à peu près chez moi, je suis limité en taille, mais j'arrive à avoir… En fait, j'ai 2 bâtiments quasiment. Donc, j'y arrive sans trop de problèmes et je loue mes journées. Alors, je suis sûrement pas assez cher et je suis entièrement d'accord avec ce que je viens de dire Yann et Erika, mais je suis encore trop complexé pour arriver à majorer mes prix. Mais une journée de séminaire 9h, 16h, je la vends 800 € hors option. Bah, je dis que je n'ai pas fait ma journée pour rien, même si je pourrais la louer 1500 ou 2000 peut-être. Je trouve que ça vaut quand même le coup. Parce que oui, ça me demande à rester sur place, parce qu'effectivement, je vais recharger le café, je vais faire ce genre de choses. Mais personnellement, je ne trouve pas ça stressant du tout, parce que ayant été pro avant, je sais à peu près ce dont ils ont besoin. Bon, bah voilà, il faut un Wi-Fi qui marche, un écran, un vidéoprojecteur, des tables, des chaises, du café. Et puis, quand il y a tout ça, on a 90 et des toilettes. Et quand on a tout ça, a priori, il n'y a pas de raison de stresser. Pour moi, il y a un enjeu de proximité avec une grande ville. Toi, tu es à côté de Rennes, tu es un peu plus loin que moi de Limoges, mais c'est des villes qui sont assez comparables. Je n'ai pas une très grosse activité séminaire, mais ce que j'ai, je le prends volontiers et c'est vraiment du plus. Ok. Merci Romain. Est-ce qu'avant qu'on se quitte, est-ce qu'il y a d'autres petites astuces que certains auraient pu mettre en place et qui ont porté leurs fruits? Moi, c'est un peu un complément. C'est juste, est-ce que certains d'entre vous avaient une clientèle russophone qui se développe ces dernières années? Oui. Vous aussi? Moi, ça va arriver de plus en plus là. Ok. Carrément.
depuis la fin d'année dernière et cette année, il y en a beaucoup, beaucoup plus. Moi, j'en ai, mais c'est côté artisan. J'ai plus d'artisans russophones qui se développent que de clients. Ah, Non, parce qu'effectivement, nous, on a observé depuis le début de la guerre, paradoxalement, une augmentation de la clientèle russophone. Souvent des expatriés, mais pas tout le temps. Un tiers des Russes viennent via Istanbul la plupart du temps, en transit. Mais tout ça pour dire que c'est aussi une clientèle qui russophone, hein, donc j'entends tout l'est de l'Europe, c'est biélorusse, russe, ukrainien, tout ça. C'est vraiment une clientèle très intéressante parce que au début, j'avais un peu une crainte il y a quelques années sur cette clientèle-là, mais finalement, ils aiment beaucoup ce genre de maison. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à essayer de… Et ça, eux, c'est vraiment Instagram, hein. Les Russes, ils adorent Instagram. C'est souvent madame qui choisit de venir et monsieur qui suit sagement derrière. Mais c'est vraiment, ils aiment beaucoup. Donc, russophone, pensez à… c'est vraiment une très bonne clientèle et vraiment, ils ont des moyens aussi. Ils sont agréables presque. Enfin, la plupart du temps, ils sont sympathiques à recevoir. ils sont très sympas. Tous ceux qu'on a eus étaient adorables. Et puis ils aiment voilà, ils aiment les valeurs. C'est quelque chose d'important pour eux. Les traditions, tout ça, c'est quelque chose que vraiment, on sent qu'ils viennent rechercher ça dans nos maisons. C'est un peu les traditions françaises, un petit peu ce qu'ils imaginent de la France. Ils aiment beaucoup ça. Super. Eh ben, merci beaucoup à vous tous. On repart avec pas mal de pistes et la très grosse piste est en effet l'expérience client. Oui. Ne pas avoir peur, être décomplexé. On a des maisons de dingue. Et ben, il faut qu'on les mette beaucoup plus en avant. Donc très bien, je pense qu'on a bien compris notre leçon. Je crois que oui. Ouais, je pense qu'on est bien. Ouais, vous avez un super truc. Franchement, vous avez un très beau produit. Enfin, j'aime pas utiliser ce mot-là dans ce contexte-là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Mais vous avez vraiment quelque chose de top. Donc, il faut… Et tous et toutes d'ailleurs. Donc, vraiment, il faut y aller là. Merci beaucoup. Merci Yann, merci Erika pour tous vos commentaires. Merci à tous. Dans un an, tu nous donneras le bilan. Ouais, avec plaisir. Merci à tous. Merci. Allez, bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Merci Serge. Bonne soirée. Et merci encore Serge et Louis. Ouais, c'était vraiment canon. Et Louis. Effectivement. Ouais. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, à bientôt. Au revoir.